Donc, je ne sais pas si vous le voyez, mais derrière moi, il y a le château. Ah, super. Voilà. Bonjour Oui, à tous. Voilà. Bonjour à tous. Est-ce que un ou deux des collègues qui sont présents peuvent nous indiquer s'ils nous entendent bien? Parce qu'on vient de basculer, on a fait les tests, mais il y a toujours une question quand on bascule. Donc, est-ce que dans le chat, quelqu'un peut nous dire si vous nous entendez bien? Et puis, on démarre. Alors, oui, Florence nous dit oui, donc on va pouvoir démarrer. Eh ben, écoutez, bonjour à tous. Moi, je suis très content et voilà, moment important pour nous de vous retrouver. Si vous êtes inscrit, vous avez certainement regardé un petit peu qui était David Jez et qui va se présenter peut-être plus précisément tout à l'heure, qui est conseiller en charge du Conseil national de la refondation. Très concrètement, vous rappelez que ces temps sont offerts par Ecoluma, qui s'appelait Synlab il y a encore peu et qui existe depuis plus de 10 ans, et que notre signature quelque part, c'est donner les meilleures chances à tous les élèves. Et je crois qu'on est clairement dans cette question-là. Pour ma part, je suis donc Pascal Gilles, je suis conseiller auprès de Madame la rectrice de l'Académie de Versailles et j'ai été chef d'établissement et le redeviendrai peut-être un jour. Voilà, pendant assez longtemps et surtout en quartier politique de la ville. Vous dire que moi, il me semblait intéressant que vous soyez là parce que je pense que la question de la cohésion des territoires est bien une question qui est au cœur de notre réflexion actuellement et que ce qui nous intéresse, je pense, dans cette dynamique aujourd'hui, c'est comment on passe d'une dynamique nationale à sa déclinaison locale. Je parle sous votre contrôle, bien sûr, mais il me semble qu'il y a 2 domaines sur lesquels cette déclination locale est particulièrement riche et souhaitée. C'est à la fois dans le domaine de tout ce qui est autour de la santé, bien sûr, et pourquoi pas des hôpitaux, et aussi, et là ça nous intéresse particulièrement, autour de cette question de l'éducation. Et je crois que le fil conducteur de ce temps qui aura lieu en 2 étapes est autour de cette question-là, c'est-à-dire comment à la fois nous, cadres, en établissement ou inspecteur, on est dans cette capacité à la fois de faire vivre le niveau national, républicain d'une part, et d'autre part, une déclinaison très territoriale avec un certain nombre d'enjeux, ne serait-ce que c'est un bel exemple de démocratie à l'échelle d'un établissement. Et donc très formateur à la fois, je pense, pour les élèves, les familles et tous les personnels de l'établissement. Ce qui me fait penser d'ailleurs que j'ai toujours l'impression un peu, et c'est mon vécu, mais que vous pourrez bien sûr contester, qui est que on a l'impression qu'un établissement scolaire, c'est un lieu d'intelligence collective très riche, bien sûr, c'est un lieu de concertation informelle, un peu ce sentiment que on est régulièrement en concertation et en échange, et que dans le même temps, dans les instances prévues comme les conseils d'administration, voire les conseils de discipline, les conseils de classe, enfin toutes les instances officielles, qui sont bien des lieux très démocratiques en réalité, si on les lit bien, on a l'impression qu'on perd cet espace de concertation. Et je pense que c'est un de ces enjeux très importants qui est effectivement comment, là, avec les moyens qui nous sont donnés, on passe d'une concertation informelle à une concertation formelle, qui est prévue en 3 temps. Une concertation initiale, et c'est surtout là-dessus, je crois qu'on va travailler ce soir, un projet pédagogique qui en découle, et pourquoi pas, même si c'est bien sûr pas l'essentiel, mais ça peut être, j'allais dire, le bonus, des financements qui permettraient de réaliser une partie pédagogique du projet qui en découle. J'ai déjà beaucoup parlé, donc je vous rappelle 2 temps. Un premier temps avec Monsieur Jez qui va d'abord se présenter le cadre national, et ensuite on fait une conférence inversée, c'est-à-dire qu'on partira bien de vos remarques et je les noterai peu à peu et je transmettrai vos questions si nécessaire, bien sûr. Et dans un deuxième temps, là, de 19h à 20h, et on aura remercié Monsieur Jez du temps qu'il prend pour nous. Merci beaucoup. Un deuxième temps que je présenterai tout à l'heure, mais là où on sera plus dans une dynamique d'atelier et de voir concrètement quelles questions posées, par exemple, autour de cette concertation initiale. Voilà. J'en ai dit beaucoup déjà. Encore une fois, merci beaucoup David, et puis je vous laisse là un quart d'heure pour nous donner un peu le cadre national. Merci beaucoup David. D'abord, merci infiniment pour votre invitation. Je suis très heureux d'être là. D'abord parce que l'éducation nationale est un monde que je connais et que j'aime. Pour vous dire les choses très clairement, ma maman est encore chef d'établissement. C'est d'ailleurs sa dernière année avant la retraite. Elle est principale d'un collège dans le Lot-et-Garonne. Alors peut-être d'ailleurs qu'elle est là et qu'elle nous écoute. Mais donc tout ça pour vous dire que ce sont des réalités que je connais depuis longtemps. Et puis mon père est professeur de physique dans un lycée. Et j'ai moi-même commencé
en voulant faire une carrière d'enseignant. Et puis ensuite, j'ai bifurqué pour des raisons que je ne m'explique pas toujours vers l'administration administrante, comme on dit. Et donc, juste pour compléter ce que vous disiez, en fait, je suis rapporteur général du Conseil national de la refondation, qui est une démarche d'action publique qui est mise au niveau de tous les services publics. Et le volet éducatif du Conseil national de la refondation, c'est le projet porté par le ministre de l'Éducation nationale qui s'appelle Notre école, faisons-la ensemble. Ce qui me paraissait intéressant dans notre échange ce soir, c'était peut-être d'abord de vous donner un peu les sous-jacents de cette démarche Conseil national de refondation, parce que je vois bien que dans les différents ministères, santé, éducation, grand âge, petite enfance, en réalité, on présente la partie thématique qui concerne le ministère, qui concerne les agents du ministère, mais on ne présente pas la démarche d'ensemble. Et parfois, je discute avec beaucoup de collègues, d'agents, de fonctionnaires, qui me disent on ne comprend pas tout à fait, en fait, quelles ont été les motivations de cette démarche d'action publique qu'est le Conseil national de refondation. Alors, si je devais l'expliciter très rapidement, je dirais que c'est venu au croisement de 3 constats. Premier constat, avec lequel chacune et chacun d'entre vous serez d'accord, c'est évidemment la crise démocratique. La coupure parfois abyssale qu'il y a entre les représentés, les citoyens, et les représentants. Et dans ces représentants, je mets bien sûr les élus, mais je mets aussi les fonctionnaires, je mets aussi tous les dépositaires de l'autorité publique dont vous faites partie. On voit bien qu'il y a dans la société aujourd'hui une mécompréhension, une incompréhension de plus en plus grande. Et cette incompréhension est dangereuse parce qu'elle menace notre contrat démocratique, bien sûr, mais elle menace aussi nos services publics, qui sont la colonne vertébrale de notre nation. Et donc, il y a une volonté de réduire, de réparer cette fracture. Le deuxième constat, c'est que les grands défis de notre société, qu'il s'agisse du changement climatique, du vieillissement de la population et des problématiques du grand âge, mais aussi de la refondation de notre école ou de notre santé, parce que ces services publics essentiels à notre pays font face à une crise de sens et à une crise tout court. Eh bien, ces défis-là ne peuvent pas simplement être relevés par l'État tout seul dans son coin. Il y a besoin de la mobilisation de tous les acteurs, de toutes les parties prenantes, bien sûr de la société civile, bien sûr du tissu associatif, bien sûr des usagers des services publics. Comment imaginer améliorer le service public de santé sans mettre le patient au cœur de l'équation? Comment imaginer améliorer le service public de l'éducation sans réfléchir à l'élève, à sa réussite, à son bien-être, à la lutte contre les inégalités de destin? Et donc ça, c'est le deuxième constat. Et le troisième constat, c'est effectivement lié au service public, et c'est l'idée que, au fond, les 30 dernières années qui viennent de s'écouler ont vu des tentatives de réforme de l'État par le haut, par le pilotage, par le nouveau management public, qui reposait beaucoup sur des tableaux Excel, sur du pilotage, sur de l'injonction verticale. Et ça n'est pas du tout, nous semble-t-il, comme ça qu'il faut travailler à améliorer le service public. C'est au contraire en repartant du terrain, en redonnant du pouvoir aux acteurs de terrain et notamment à l'encadrement de proximité, c'est-à-dire à vous, les chefs d'établissement, à ceux qui sont les garants, en quelque sorte, du service public sur le terrain et qui ont affaire à toutes les parties prenantes et qui voient de près, parce que vous êtes des acteurs au contact, les réalités, les difficultés et parfois aussi les sources d'espérance et d'optimisme. Et donc, c'est le croisement de ces 3 constats qui nous a amenés à réfléchir au Conseil national de refondation. Derrière le nom un peu institutionnel, en réalité, nulle institution, c'est une démarche d'action publique, c'est une méthode qui repose entièrement sur le volontariat et qui, en réalité, s'adresse à tous les services publics et propose aux acteurs de terrain de reconcevoir, de réinventer une partie du service public par de la concertation, par des démarches de transformation concertée qui peuvent éventuellement recevoir des financements. Je reviendrai là-dessus. C'est quelque chose dans lequel je crois profondément et il me semble, et c'est une très grande satisfaction, que les choses prennent bien dans l'éducation nationale. Certaines personnes m'avaient dit il y a une forme de lassitude des acteurs de terrain vis-à-vis de toutes ces démarches. Tu verras, ça ne marchera pas. Et là, les chiffres qu'on a d'établissements qui se sont engagés,
qui veulent s'engager ou qui réfléchissent à s'engager sont au contraire très encourageants. Et je n'en avais jamais douté parce qu'il y a une énergie et il y a une envie de conduire des projets sur le terrain. Alors peut-être quelques remarques, mais qui sont celles d'un acteur extérieur à l'éducation nationale, mais sur ce que pourrait être et sur la façon dont vous pourriez vous emparer de cette démarche Notre école, faisons-la ensemble. Moi, je crois qu'elle est en réalité un formidable véhicule pour essayer de développer des projets qu'on n'aurait pas osé développer dans un passé récent ou sur lesquels une ingénierie trop complexe, la mobilisation de moyens trop hétérogènes ne rendait pas les choses possibles ou faciles. Je prends quelques exemples comme ça, mais on pourra approfondir dans la conversation. Un collège dans la Marne qui va travailler sur les liaisons avec 6 écoles primaires, ce qui nécessite, pour faire ça sérieusement, de mobiliser des IEN, des directeurs d'école, probablement des élus, parce qu'il y a aussi cette dimension territoriale, les élèves et leurs parents, bien sûr, toute la communauté enseignante. Donc, ça nécessite de réunir et de mobiliser beaucoup d'acteurs qu'on n'a pas l'habitude de réunir dans ce format-là, en dehors des rituels dont vous parliez tout à l'heure, Pascal, conseil d'administration, par exemple. Donc là, c'est un véritable exercice ambitieux. Et la démarche Notre école, faisons-la ensemble, au fond, elle n'est rien d'autre qu'un signal donné à des enseignants ou à des chefs d'établissement qui ont envie de faire, et bien faites. Et je pense que pour fonctionner, elle suppose un véritable changement de posture de la part de tout ce qu'on appelle l'encadrement intermédiaire, c'est-à-dire les inspecteurs, les chefs d'établissement, qui se positionnent maintenant en facilitateurs, en accompagnateurs, en fédérateurs. Et je vais vous prendre un autre exemple. Je discutais hier avec un Dazen que j'aime beaucoup dans un département rural qui me disait, depuis plusieurs années, il y a le maire d'une commune rurale très défavorisée dans laquelle se trouve une école primaire qui demandait à la DSDEN l'installation d'une permanence d'orthophoniste, une demi-journée par semaine dans l'école. Parce que, comme on est sur une commune assez défavorisée, on a des élèves qui sont dyslexiques, dysorthographiques, et comme on est à la fois sur un IPS problématique et sur un désert médical, les parents n'emmènent jamais leurs enfants faire des séances d'orthophonie. Et donc, c'était une nécessité, bien sûr, pédagogique, mais au-delà, qui touche au bien-être de l'élève, qui touche à la réduction des inégalités, que de pouvoir installer cette permanence d'orthophonie. Et le Dazen me disait, pendant plusieurs années, il me l'a demandé de manière insistante, et à chaque fois, je répondais non, c'est pas possible, trop compliqué. C'est pas illégal, mais c'est dans une zone grise, trop compliqué, on n'a pas les moyens, ça nécessite de mobiliser trop d'acteurs. Et il me dit, depuis qu'on a mis en place la démarche Notre école, faisons-la ensemble, j'ai accueilli ça à bras ouverts et j'ai dit, cette fois-ci, on y va. Et là, les concertations ont démarré et on s'achemine probablement vers un projet où on va pouvoir avoir cette permanence qui va s'installer dans l'école et qui sera en partie financée pour le matériel, pour d'autres aspects, par le Fonds d'innovation pédagogique. Donc moi, je pense que il faut voir ce projet Notre école, faisons-la ensemble comme une opportunité en réalité d'oser développer des projets complexes, multi-acteurs, qui nécessitent beaucoup d'ingénierie et qu'on n'aurait pas forcément pu développer dans les cadres habituels. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'attitude de l'encadrement va être absolument décisive. C'est-à-dire que dès qu'il y a une volonté d'un groupe d'enseignants, dès qu'il y a un projet enseignant-élève, dès qu'il y a des idées pour concrètement améliorer les apprentissages, l'enseignement des fondamentaux, l'aide aux devoirs, l'orientation, les liaisons entre le primaire et le collège, les relations avec les métiers, la découverte des métiers, le sport et la musique à l'école. Il y a plein de chapitres comme ça qui peuvent s'écrire. Dès qu'il y a une volonté comme ça qui s'exprime, moi je trouve qu'il faut, de manière un peu opportuniste, utiliser ce véhicule Notre école, faisons-la ensemble, pour lancer ces concertations. Pourquoi il faut utiliser ce véhicule? Pourquoi c'est un vecteur utile? Parce que déjà, on libère du temps. Et ce qui est la clé dans ces affaires-là, vous le savez bien, vous qui êtes des chefs
d'équipe, c'est le temps. C'est le temps qu'on peut consacrer au développement et à l'accompagnement du projet. Sur les écoles primaires, nous libérons 12 heures sur les 108. Sur le secondaire, c'est 2 journées qui peuvent être mobilisées, banalisées. On pourra trouver que ce n'est pas suffisant. À titre tout à fait personnel, je pense que ça n'est pas suffisant, mais c'est un début. Et donc, on dégage du temps humain, du temps homme, comme on dit, pour maturer ces projets. Deuxièmement, il y a un accompagnement qui est fait par les équipes académiques d'appui. Chaque recteur, rectrice, comme vous le savez, a mobilisé une équipe académique d'appui constituée au minimum de 3 personnes pour accompagner, dès qu'un projet se signale, la construction de la concertation, l'échelonnement des réunions, la maturation du projet, et puis ensuite, éventuellement, son financement s'il y a besoin d'argent. Donc, il y a de l'ingénierie comme ça qui est proposée. Et au-delà de l'équipe académique d'appui, ce que je disais au recteur récemment, par exemple, c'est qu'il faut évidemment que soit à bord du projet tous les inspecteurs, éducation nationale, tous les IAIPR, tous les chefs d'établissement, parce que c'est eux qui vont pouvoir accompagner les enseignants et les autres acteurs dans le déploiement du projet. Donc, il y a cet accompagnement, cette ingénierie qui est offerte. Et puis, les concertations, elles donnent lieu à la confrontation d'idées, de points de vue. C'est toujours très enrichissant parce que ça permet d'amener des points de vue sur l'école qui ne sont pas forcément ceux auxquels on a l'habitude, qui sont un peu en dehors de nos couloirs de nage, en dehors de nos réflexes, de nos habitudes. Et c'est quand c'est bien organisé, quand il y a une bonne maïotique, ça peut donner de bonnes idées, ça peut ouvrir un peu les chakras, si vous pardonnez cette expression. Et donc, une fois que le projet est un peu maturé, il y a la possibilité de le financer grâce au fonds d'innovation pédagogique qui va être doté de, en réalité, 500 millions d'euros sur les 5 prochaines années et 150 millions d'euros dès 2023. C'est-à-dire que si vous avez un projet qui est travaillé par les différents acteurs qui ont participé à la concertation, vous avez la quasi-certitude d'obtenir un financement et ce financement, il peut être important si le projet le justifie. Donc, c'est très, très important d'envoyer ce signal-là pour dire on ne va pas vous faire discuter dans le vide, mais derrière, il y a du financement. Alors, on dit fonds d'innovation pédagogique, mais moi, je suis très attentif à ce qu'on ne parle pas que d'innovation. Bien sûr, l'innovation, c'est bien, mais il y a des projets qui ne sont pas particulièrement innovants sur le temps scolaire, l'espace scolaire, le renforcement de certains apprentissages, l'aide aux devoirs. Ce n'est pas forcément de l'innovation au sens où on parle d'innovation habituellement, mais ça peut avoir une vraie dimension de transformation dans un établissement. Ça peut être un vrai bonus, un vrai plus pour les élèves. Et ces projets-là, ils doivent pouvoir être financés s'ils nécessitent un peu d'argent, que ce soit pour acheter des ressources pédagogiques, que ce soit pour mobiliser de l'accompagnement, que ce soit pour acheter du matériel. Enfin, il y a plein de possibilités qui peuvent être activées comme ça. Ce qui est très important pour moi, parce que je ne veux pas parler trop longtemps, c'est que une fois qu'on entre dans cette démarche, concertation, on développe un projet, on prend goût à travailler ensemble en décloisonnant les approches parce qu'il y a un vrai appétit, un vrai plaisir. J'en profite pour préciser que c'est important de mettre l'élève aussi dans l'équation et que ce n'est pas toujours facile de savoir comment on donne la parole aux élèves, on concerte les élèves en dehors des exercices habituels, conseil de la vie collégienne, conseil de la vie quotidienne, etc. Donc ça, il y a une vraie réflexion à avoir là-dessus. Mais au-delà, si vous voulez, de la concertation et du projet, moi, je pense qu'il faut rentrer dans des cycles d'amélioration continue. C'est-à-dire, il y a un groupe d'enseignants motivés, accompagnés par le chef d'établissement, avec, par exemple, des parents ou une association sur le territoire ou un club de sport qui démarre un projet. Le projet est financé, il est évalué par ceux qui le portent, donc il est auto-évalué en réalité, et puis on a pris goût à cette façon de travailler, on en démarre un deuxième, et puis on reçoit les financements pour celui-ci, et puis un troisième, et tout ça est une sorte d'itération. Je pense que ça n'a d'intérêt, cette démarche, que si c'est sur le temps long, et que si on va vraiment, pardon pour le terme un peu
mais vers le collectif apprenant. C'est ce dont parle souvent François Tadei, que j'aime beaucoup. L'idée de faire des Qu'on aime beaucoup établissements aussi à scolaires, Ecoluma. ben voilà, de véritables collectifs apprenants, c'est-à-dire, au fond, ce que, d'ailleurs, vous le disiez tout à l'heure, ce que font déjà beaucoup d'établissements, mais là, on donne un cadre, on donne un boost financier, on donne un accompagnement humain et on demande aussi à certaines postures d'évoluer. Et ça, je pense que c'est le plus précieux. Voilà, je voulais pas être, je voulais pas être Merci trop beaucoup. long. Merci beaucoup David et donc cette clarification du cadre. On avait une première remarque de Cuny alors qui est à deux niveaux. En fait, la première elle est autour du temps avec des questions très pratiques qui étaient que dans le premier degré c'est 12 heures sur les 108 et pas une banalisation de journée complète. Donc pourquoi La deuxième c'est effectivement, vous l'avez dit vous-même David, on voit bien que cette question du temps elle va être centrale, comment on la répartit dans un continuum et comment on voit les différents types d'engagement. Parce que vous le dites vous-même, on peut imaginer qu'il y a des équipes plus investies que d'autres dans cette dynamique-là. Et il me semble, et la remarque est tout à fait intéressante, et je vous prie de m'en excuser au démarrage parce que je ne les ai pas cités, mais il y a les directeurs d'école qui sont dans une situation de pairs parmi les pairs, bien sûr, et donc avec un questionnement là qui est un peu plus spécifique. Déjà, on peut peut-être essayer de dérouler un peu celui-là, puis après, on aura une deuxième question sur est-ce que tous les financements des 150 millions et des 500 internes proviennent de l'éducation nationale ou est-ce que c'est des budgets plus différents? Voilà. Mais la première question sur le rapport au temps d'une part et un peu peut-être les spécificités du premier degré dans cette concertation. Alors oui, bien sûr, je suis tout à fait d'accord sur le fait que deux journées banalisées, ça aurait probablement été plus efficace, mais on va voir déjà comment on utilise, comment ces 12 heures qui sont consacrées, qui peuvent être consacrées à ce projet sont utilisées, et si effectivement il y a besoin d'aller plus loin, on réfléchira probablement à faire évoluer le dispositif à ce moment-là. C'est une vraie question, je suis tout à fait d'accord. Après, il faut savoir que le premier degré, c'est un espace dans lequel il y a des habitudes de travail en commun entre professeurs des écoles qui sont parfois plus fortes que le second degré. Donc, on va voir effectivement à l'usage, et on a beaucoup d'écoles primaires qui se sont engagées dans le dispositif. Alors, il y a beaucoup plus d'écoles primaires en France que de collèges et de lycées, évidemment. Hein, donc, c'est aussi représentatif de cette proportion-là. Et je suis tout à fait d'accord sur le rôle central des directeurs, parce qu'on parle beaucoup des IEN, mais les directeurs sont aussi très importants dans le dispositif. Alors, est-ce qu'on peut... Cuny nous fait un jeu de mots, je pense. Il y a les directeurs et le dire au recteur. Je ne sais pas si voilà. Cuny est IEN et qui dit qu'effectivement cette question du temps elle est importante. Est-ce que j'entends bien ce que vous dites, David? C'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'on a une certaine agilité dans la démarche et qu'en fonction de ce qui se fera cette année, ces temps-là, on peut imaginer que dans la réflexion, il serait reproductible sur les années suivantes, parce que vous parliez d'un premier tour de route, j'ai bien compris, mais va se poser la question de... De toute façon, le principe du Conseil national refondation, c'est l'agilité et l'évaluation en cours de route. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment de permettre aux acteurs de terrain de construire leur projet, de faire ce qu'ils n'auraient pas osé faire, ou de faire plus fort ce qu'ils ont commencé à faire, mais avec plein de bâtons dans les roues. C'est vraiment ça. C'est redonner, c'est vraiment la continuité du discours que le président avait fait le 25 août devant les recteurs. Et vraiment, je vous demande de le croire, quelles que soient les options politiques des uns ou des autres. C'est très sincère. Il y a cette conviction très forte qu'il faut que ce soit les acteurs de terrain qui dessinent une partie du service public de demain, sans pour autant, je le dis aussi tout de suite, parce que parfois on a des remarques dans ce sens, sans pour autant détricoter ou revenir sur le principe d'égalité. Ça n'est que dans le sens du mieux. C'est que du mieux disant. C'est-à-dire, on a un socle égalitaire et on construit sur ce socle du sur-mesure qui s'adapte en fait aux réalités que rencontrent les équipes sur le terrain. Oui, et je crois que bon, la communauté Ecoluma qui est quand même 4500 personnels de direction inspecteurs, donc c'est pas complètement neutre, des personnes qui sont sur Managiduc, très clairement elle est dans cette logique d'une autonomie territoriale locale et de faire en sorte qu'au niveau de l'action, bien sûr,
Et vous avez raison, c'est là que ça se joue, mais qu'au niveau, il y a un cadre national qui garantit effectivement Moi, je ne notre suis pas un égalité. fanatique je suis pas un fanatique de l'expression autonomie des établissements, parce que c'est pas, pour moi, c'est le bon usage de la liberté pédagogique. Liberté, tout à fait, qui existe déjà en partie. Alors, il y a d'autres questions, et il y en a deux que je vais peut-être me permettre de regrouper. La première, c'était une question de CUNY toujours, donc qui disait est-ce que les financements sont des financements uniquement éducation nationale, ou on peut imaginer par exemple comme dans les cités éducatives des financements multi-origines d'une part, et d'autre part, il y avait une autre question qui était là très précise, à laquelle moi je ne sais pas répondre, qui était de dire est-ce que sur les fonds d'innovation, on peut financer des heures d'enseignement ou d'accompagnement par les enseignants? Alors, il y aura des IMP possibles. Donc, la réponse est oui, mais c'est en cours de construction. Et par ailleurs, c'est des financements, au départ, c'est des financements France 2030, en fait, mais qui ont été transférés au ministère de l'Éducation nationale sur les programmes dont la DGESCO et AirProm. Et 150 millions d'euros, moi, je vous assure, pour l'année 2023, enfin, je veux dire, si on arrive à décaisser 150 millions d'euros, ça sera un miracle, hein. Croyez-en, mon expérience, là, pour le coup, dans l'innovation publique, c'est vraiment beaucoup d'argent parce que on est souvent sur des projets qui, en fait, ont besoin d'un petit boost en financement, mais qui ne sont pas des projets extraordinairement coûteux. Le cœur du sujet, c'est pas l'argent, même s'il faut que l'argent soit là. Le cœur du sujet, c'est le temps et c'est les humains. Mais vous voyez sur les écoles marseillaises, les 59 écoles marseillaises, qui, dans le cadre de Marseille en grand, ont un petit peu préfiguré ce qu'allait être notre école faisant ensemble, on est sur un projet moyen, sur un panier moyen de projet de l'ordre de 40 à 50 000 euros, hein. Donc, vous voyez, ce n'est pas des sommes astronomiques. Mais pour ceux qui auraient des projets vraiment très ambitieux et qui voudraient aller très loin, on pourra aussi accompagner, parce que, encore une fois, 150 millions d'euros, c'est beaucoup d'argent. Je ne suis pas du tout inquiet de ce point de vue-là. Alors, il y avait une remarque de Blanche Barba qui nous disait les directeurs demandent à être accompagnés davantage, mais comment faciliter et surtout leur laisser le pouvoir d'agir? Je pense qu'on peut étendre aussi la réflexion aux chefs d'établissement, bien sûr, et aux équipes un peu d'encadrement à l'État à l'échelle des établissements. Comment on gère effectivement cette question de la facilitation, du laisser agir à la fois des établissements et à l'intérieur des communautés éducatives, comment on facilite et comment on laisse agir chacun des acteurs? Le cœur du sujet, à mon avis, hein, c'est l'attitude des DAZEN, l'attitude des inspecteurs vis-à-vis des directeurs et des équipes pédagogiques dans les établissements. C'est-à-dire, il faut être en facilitation, pas dans le contrôle ou l'évaluation sur ces projets-là. Et donc, il faut pouvoir aider, accompagner quand il y a des besoins. Moi, je suis pour laisser travailler les équipes au maximum parce qu'en fait, les idées sont sur le terrain. Il faut juste laisser un maximum de liberté aux acteurs. Mais surtout, il faut envoyer le signal positif qui est faites ensemble, on vous fait confiance, c'est vous qui avez une partie des solutions au problème. En revanche, quand les acteurs vont se lancer dans des démarches complexes, parce que je vois bien sur les premières concertations auxquelles je participe, on a parfois 90 personnes dans la salle avec des parents, des élèves, des enseignants, des élus, des associations. C'est pas simple. On n'a pas forcément l'habitude de faire des choses comme ça. Donc, il faut un petit peu de méthodologie. Et puis ensuite, quand on va développer le projet, il faut un petit peu d'ingénierie parce que c'est des choses, il faut faire un calendrier prévisionnel, un rétro-planning, mobiliser des énergies, etc. Et donc, pour moi, le rôle des équipes académiques d'appui, mais aussi parce que les équipes académiques d'appui, comme il y aura beaucoup d'établissements dans la démarche, elles ne pourront pas être tout le temps partout. Et le rôle aussi de l'encadrement de proximité, c'est de passer une demi-journée ici, une demi-journée là, et d'aider les équipes quand elles en ont besoin, quand elles en font la demande. Mais ça doit venir des équipes. Ça doit venir des équipes. Et donc, il doit vraiment y avoir un changement. C'est déjà en partie le cas. Je veux dire, moi, je vois plein de gens qui sont dans cet état d'esprit. On vient ratifier un état d'esprit qui est en train d'évoluer, mais il y a encore des mauvais réflexes par endroit. On n'est pas là pour dire non, pour contrôler, pour faire de l'obstruction, mais au contraire, on est là pour accompagner et aider à amplifier. Faciliter, laisser essayer et évaluer ce que ça donne. Alors, Ecoluma favorisera, hein, c'est ce qu'on est en train de faire et dans l'atelier ensuite, c'est-à-dire l'échange de pratiques. Moi j'ai pu assister et être invité à une concertation et je trouve qu'il y a non pas un paradoxe, mais une tension qu'il faut bien prendre en compte, c'est que on a l'entrée équipe éducative et donc ces 12 heures où
ces 2 jours, mais on a aussi dans l'équipe éducative les partenaires qui seront les parents parfois, les élèves, et cetera. Vous citiez l'exemple d'une commune qui parlait enfin d'un maire qui parle d'orthophonie, et cetera. Comment on peut se garantir un juste équilibre entre les différents membres de ce qu'est un établissement, je dirais, et dans le cadre un peu d'une analyse systémique, quoi? Alors là, j'ai une position qui n'est peut-être pas représentative de nos autorités, mais moi je dis chacun fait comme il veut. C'est-à-dire que si dans un endroit on considère que c'est un projet qui est d'abord entre le chef d'établissement, les enseignants, un peu les élèves, mais pas trop à l'extérieur, on commence comme ça. Chacun doit évaluer en fonction de la nature du projet, des acteurs qu'il faut mobiliser pour réaliser ce projet. Il n'y a pas de figure imposée. Il n'y a pas de figure imposée. Et puis, j'ai vu des endroits où il y avait presque 100 personnes autour de la table parce que c'est des projets très complexes. On n'imagine pas, par exemple, changer dans la ruralité les horaires d'un bus scolaire pour le confort des élèves, le nombre d'acteurs que ça nécessite de mobiliser. Les différentes collectivités territoriales, le syndicat de transport, c'est des choses très complexes parfois. Et donc, il faut que ce soit le projet, l'intention initiale qui dicte le périmètre. Et puis, de toute façon, le plus important dans tout ça, c'est de donner le goût de la collaboration, le goût du faire ensemble. Et quand quand le virus du faire ensemble est là, ensuite, on peut travailler sur un deuxième projet avec plus d'acteurs, un troisième projet, c'est pas un sujet. Alors ça nous pose, 2 questions et vous en avez répondu en partie à la première qui était: on définit la communauté qui fait ensemble en fonction de la question qui est posée quelque part, hein. C'est d'où l'importance pour nous, et toute cette réflexion qui est actuellement dans beaucoup d'établissements sur quel champ et dans quel champ on s'empare, même si, le libellé exactement de la question et sa précision sera défini collectivement, mais il y a bien, décidé un peu et je pense que c'est la dynamique. Sur peut-être il y a des questions, donc on rappelle que les IMP seront bien proposés. Sur les modalités de financement et les modalités de choix de la répartition des 150 millions, il y a une question peut-être qui est de dire, mais in fine, c'est bien les recteurs qui vont décider. Non. Est-ce qu'ils sont liés aux politiques ou pas? Enfin, est-ce que vous avez des éléments là-dessus? Et derrière ça, parce qu'il nous Alors là, reste plus complètement du temps, alors là, comment on ça, je passe vous du le dis local parce au que national ensuite? je l'ai redit au recteur récemment. L'idée, c'est qu'en fait, une fois qu'un projet est prêt, il faut que l'examen des projets puisse se faire au fil de l'eau au niveau du rectorat. Donc, ça veut dire qu'il y a eu un travail en amont avec l'équipe académique et avec éventuellement les encadrants de proximité pour maturer le projet, pour aider si besoin. Mais une fois que le projet est prêt, il est examiné le plus rapidement possible. Et pour moi, l'objectif, s'il y a on peut recalibrer parfois, parce que parfois on ne sait pas exactement évaluer les besoins. Il peut arriver parfois qu'on minore ou qu'on majore certains besoins. Et donc là, la commission rectorale d'examen va servir à ça. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir attribuer les financements très vite et de manière très, très, très souple. Hein. Il n'y a pas du tout ce système où c'est le recteur qui va dire où feu rouge, feu vert. Pas du tout. L'idée, c'est vraiment, au contraire, de pouvoir accompagner. Mais encore une fois, je ne voudrais pas qu'on se focalise excessivement sur cette question, parce que oui, il y a des moyens importants, mais à mon avis, ce n'est pas le cœur de l'affaire. Alors, Sandrine nous posait la question et qui nous est posée aussi régulièrement et qu'on peut peut-être étendre. Dans quelle mesure cette démarche, je vais le dire de manière très radicale et un peu caricaturale, bien sûr, c'est pas mon état d'esprit, mais dans quelle mesure cette démarche-là de concertation n'est pas un contournement des instances officielles et entre autres du pouvoir syndical qui, dans certains établissements, est très fort et représente une certaine vision de la démocratie. Écoutez, moi, je vous propose juste une chose, c'est de parler aux collègues FSU qui ont participé à Marseille en grand. Voilà. Demandez-leur si c'est un contournement du pouvoir syndical. Ils sont tous ravis. Et c'est pour ça qu'une partie des syndicats, d'ailleurs, sont un peu le cul entre deux chaises, parce qu'il y a évidemment une opposition politique, mais ça c'est la démocratie, c'est la vie. Je veux dire, on n'est pas obligé d'être d'accord avec les politiques nationales, mais en privé, la plupart nous disent qu'ils ne sont pas défavorables à cette initiative-là. Oui, oui. Et par, même par expérience, on sait bien que dans des établissements qui peuvent être très syndiqués, si ce n'est pas obligatoirement les mettre de côté, c'est les associer, mais associer tous les acteurs à la démarche et c'est très clair. Alors il y avait, je crois, Muriel qui nous disait, est-ce qu'on peut organiser des concertations selon les problématiques et sujets avec les acteurs concernés uniquement? C'est-à-dire en gros, est-ce qu'on y va quand même, je traduis, que si on a une partie de la communauté, qui est partante? Moi, je pense il faut forcer, enfin, il faut jamais brusquer. Donc,
il faut choisir, d'abord, il faut qu'il y ait une sorte de consensus le plus large possible hein, avant de démarrer une concertation. Euh, et puis, en réalité, effectivement, il n'y a pas de figure imposée. C'est-à-dire qu'on met autour de la table des acteurs qui nous paraissent être pertinents sur cette concertation. On ne va pas se forcer à faire venir un élu ou à faire venir des associations à l'extérieur qui sont à l'extérieur de l'établissement si le sujet ne s'y prête pas. Après, moi, je pense que ça vaut vraiment le coup d'essayer d'ouvrir à d'autres acteurs parce qu'en fait, parfois, on peut, par exemple, les parents d'élèves, moi, je le vois avec ma mère, me dit parfois les parents, c'est compliqué, ils sont à l'image de la société. C'est la société de plus en plus consumériste, on a un peu plus de mal à comprendre le service public, etc. Et donc, on croit que c'est l'hôtel, quoi. Et donc, bon. Mais en même temps, quand on le fait dans le cadre d'une concertation, ce que j'ai vu, c'est qu'en fait, on a des parents d'élèves qui sont quand même passionnés par l'école parce que c'est l'avenir de leurs enfants aussi et qui souvent peuvent apporter des idées et qui sont très contents de l'existence de ce cadre-là. Et ça peut aider justement à désamorcer et à désarmer cette attitude consumériste qu'on constate de plus en plus dans les écoles. Et souvent, ouvrir la vanne des remarques permet aussi de les réguler, voire d'y répondre, et ensuite de rentrer dans un vrai travail. Et bon, ça sera plus la deuxième partie de ce temps d'échange, mais on sait très bien que de toute façon, c'est plus des choses qu'il faut, j'allais dire, gérer que de fermer la vanne. Alors, je suis un peu pressé parce que je sais que vous Juste devez pour partir information, pile à 19h. non, Oui. non, justement, ce que j'allais vous dire, c'est qu'en fait, la réunion qui était prévue juste après vient de sauter. Donc, si vous voulez qu'on déborde un petit peu, mais en tout cas, c'est comme vous voulez. Alors, Pierre-Gilles, que vous connaissez, qui fait la deuxième partie, de toute façon, va nous rejoindre. Et moi, je vous proposerais bien, parce qu'on essaye aussi d'être un peu dans l'agilité, mais si on peut continuer à un moment donné à 3 et faire une transition encore plus fluide, ben moi, je suis partant. Je disais ça pour Jeanne, qui gère techniquement, et un grand merci à tous ceux qui gèrent. Il y avait Sandrine Frescal, qui est membre du comité de pilotage de Managiduc. Sandrine nous dit, est-ce que quand même dans les académies, va pas y avoir le sentiment d'habiller plus certains que d'autres, parce qu'on peut imaginer que certains projets sont beaucoup plus gourmands en heures, en financement que d'autres. Et est-ce qu'il n'y a pas une sorte de code qui dirait, je sais pas, temps par élève ou des choses comme ça? Parce que c'est ce qui Non, non, circule un non. peu aussi. D'abord, c'est sur la base du volontariat. Donc, n'importe qui peut monter un projet. Plus le projet est ambitieux, plus il va être gourmand en heures. Mais quand vous discutez avec Christian Abrard, qui a un peu coordonné la démarche à Marseille, sur les 59 écoles, je vous conseille d'ailleurs de l'inviter à un de vos webinaires parce que Christian il est très intéressant, il a bien réfléchi à ces questions. Les projets qui Mais sont c'est les bien. plus Ouais. gourmands, parce qu'on peut réinjecter aussi des projets qui existent déjà dans le CNR pour donner un coup d'accélérateur financier ou un coup de projecteur ou amener d'autres acteurs autour de la table, améliorer l'expertise de votre projet. Enfin, moi, je nierais avoir dit ça, hein, mais je vous invite à recycler aussi. C'est-à-dire que si vous avez des On l'a projets, pas dit, mais il y a un compte rendu. voilà. Ah, alors, ne le mettez pas sur le compte rendu, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des projets qui sont intéressants et sur lesquels vous dites ah, ben, un petit coup de pouce financier, un peu plus d'accompagnement, etc., c'est tout à fait bienvenu. Et ce que dit souvent Christian, c'est que les projets les plus consommateurs en temps, ce n'est pas les projets qui démarrent, c'est les projets justement où on doit amplifier, qu'on doit approfondir. Les projets qui démarrent en général sont moins consommateurs. Mais ce qui est sûr, c'est que oui, ça prend du temps. En fait, le vrai sujet, c'est pas l'argent, c'est le temps. Donc là, on a prévu de libérer du temps. Donc ça a été pensé, probablement pas assez, c'est toujours le sujet. Mais n'hésitez pas à utiliser aussi le temps des autres, c'est-à-dire l'équipe académique, elle est là pour ça. Elle est là pour ça. Et c'est ce que vous disiez aussi, et ce qu'on dira par la suite, c'est aussi comment on étale et comment on se crée une démarche de cette concertation qui fait que on peut très bien imaginer avec une sorte de fractalité que on se répartit un peu les missions et que ce qu'on a parfois un peu comme défaut dans certains établissements où se dire il faut qu'on soit 180 professeurs à discuter de la même chose en même temps, on peut imaginer que si vous faites 18 groupes de 10, d'un seul coup, ça vous crée une dynamique tout à fait différente et une façon de penser le temps. Complètement. Ça aussi, c'est des choses qui s'apprennent. Alors, j'essaye de suivre parce que là, ça s'accélère. Est-ce qu'un projet à monter à l'échelle d'une circonscription de premier degré pour regrouper des acteurs volontaires de différentes écoles pourrait-il passer Voilà, en Ben gros, est-ce qu'il peut... moi, j'en Oui. rêve. Alors là, je vais vous dire, moi, j'en rêve parce que le choix qui a été fait par l'éducation nationale, qui est tout à fait compréhensible, c'est que l'unité pertinente, c'est l'établissement scolaire, évidemment, parce que c'est le lieu de production du service public.
Dans la santé, puisque nous avons un CNR santé qui est très dynamique aussi, on le fait à l'échelle du bassin de santé. Donc, c'est l'hôpital, la médecine de ville, les pharmaciens, enfin, c'est orienté patient, si vous voulez. Mais moi, je trouve que ça a beaucoup de sens, notamment dans le premier degré, de travailler à l'échelle de la circonscription. Donc là, il y a tout un travail à faire, à mon avis, entre les directeurs et les IEN. Mais ça, c'est formidable. Et ça, c'est des projets, ça m'intéresse tellement qu'on peut même. Parce que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il y a le fonds d'innovation pédagogique. Donc, on va financer des projets à l'échelle du rectorat, un peu en flux continu, ce que je vous disais tout à l'heure. Mais pour les projets de plus grosse envergure territoriale, on aura un financement spécial où là, ce sera pour les gros projets qui coûtent un peu, enfin, qui coûtent de l'argent, mais plutôt en centaines de milliers d'euros, vous voyez. Et là, évidemment, les projets de territoire entreront dans cette catégorie-là. Donc, si vous Alors, avez un projet de territoire, c'est formidable. Moi, je suis votre premier supporter et si vous m'invitez à venir, je viens avec plaisir, par ailleurs. Alors, Cyril Scarcelli a dû le noter. Nous allons monter le projet à l'échelle du territoire, école, collège, lycée professionnel et REA, bien sûr. Effectivement, on peut imaginer qu'il y a des axes un peu différents, et je pense là au lycée professionnel, alors qui me tiennent en plus particulièrement à cœur, qui eux, ils sont un peu particuliers parce qu'à la fois, ils sont sur un territoire, mais des élèves qui viennent d'un peu partout, de plusieurs écoles, etc., collège. Est-ce qu'un projet de territoire autour d'un champ professionnel, par exemple, pouvait venir? Et vous êtes déjà invité par Cyril, hein, il a dit c'est noté. Bah, ça, pour moi, c'est le nirvana. Si on arrive à faire ça, c'est le nirvana, vraiment. Parce que moi, je crois qu'une des clés, c'est les liaisons temporelles et géographiques. C'est-à-dire qu'on arrive à mieux travailler entre les différents niveaux et qu'on arrive à mieux territorialiser, surtout à l'heure du changement climatique, où il faut pour citer Bruno Latour, qu'on atterrisse vraiment dans un territoire. Il faut qu'on ancre vraiment cette action scolaire dans les territoires. Et moi, je défends l'idée que l'école, c'est pas un vaisseau spatial qui flotte 26 000 km d'un territoire. Il y a des origines sociales, il y a des conditions économiques, il y a un milieu géophysique, etc. Et il faut au maximum arriver à penser le service public dans ce contexte-là. Alors, l'ancrage et l'établissement citoyen est quelque chose qui nous tient à cœur, hein, bien sûr, et je pense que c'est un des enjeux majeurs, particulièrement pour nous aussi, chefs d'établissement, parce qu'on a parfois des professeurs qui sont très ancrés dans leur territoire et depuis longtemps et membres d'associations, voire élus, etc. Et c'est moins le cas pour les personnels de direction qui bougent par définition au maximum tous les 9 ans. Moi, j'avais une question peut-être le temps que Pierre-Gilles nous rejoigne. Peut-être se pose la question de comment ce qui va se faire dans les établissements va être agrégé, si c'est prévu, je ne sais pas du tout, au niveau national. Est-ce qu'à un moment donné, il est prévu une synthèse des assises nationales? Enfin, est-ce qu'il y a cette échelle-là de remontée du terrain? Moi, j'aimerais beaucoup. Là, aujourd'hui, vous avez vu, j'imagine, le lien. Il y a un lien là pour dire je me suis engagé, j'ai envie de m'engager, je réfléchis à m'engager, avec un peu une description du projet. Ça, c'est important de bien remplir ça. C'est pas toujours le cas. En fait, beaucoup d'ASEN me disent les chiffres qui sont déjà assez bons sont présents de ça en réalité de la réalité dans le département parce qu'il y a beaucoup d'établissements. Alors, c'était aussi pendant, on a eu ces discussions pendant les vacances scolaires, mais il y a beaucoup d'établissements qui se sont engagés sans que les chefs d'établissement ne remplissent. C'est important pour nous d'avoir cette info, pas pour des raisons de reporting, mais pour des raisons très simples. C'est qu'en fait, on va dégager ensuite des communautés thématiques. C'est-à-dire qu'il y a des établissements qui vont travailler sur les liaisons, des établissements qui vont travailler sur l'orientation, des établissements qui vont travailler sur les devoirs, sur les fondamentaux, sur le temps et l'espace scolaire. Et ensuite, moi, mon rêve, quand on aura suffisamment de projets, c'est qu'on puisse connecter entre ces établissements et qu'on fasse des réseaux d'acteurs où on partage exactement ce que vous êtes en train de faire là d'ailleurs, mais autour d'un thème. Parce que pour approfondir un projet, pour franchir une marche, c'est toujours intéressant d'avoir le témoignage de celui qui a commencé un petit peu avant, qui est déjà à l'étape supérieure, suivante. Ça s'appelle de la capitalisation du pair à pair. C'est ce que vous faites énormément déjà beaucoup entre vous. Je veux dire, les IEN se parlent beaucoup sur des boucles WhatsApp, sur des forums, sur des trucs, les chefs d'établissement pareil. Mais là, je voudrais qu'on arrive à le faire par thématique. Et donc, c'est très important pour cette raison de pouvoir avoir une information précise sur ce que vous êtes en train de faire pour pouvoir organiser demain les communautés. En tout cas, les organiser, les monter en fait.
Donc si j'entends bien, et merci à Gilles Laurent Ressac de nous rejoindre. Je crois que vous vous connaissez par ailleurs et c'est bien normal. Avant que Gilles Laurent se présente, même si certains le connaissent déjà, parce que c'est le deuxième temps qu'on fait ensemble, Gilles Laurent. Quand je vois qu'il y a du monde, c'est que le premier a dû être un peu apprécié, Gilles Laurent, donc c'est un peu rassurant. Simplement là pour faire la transition, mais bien sûr David, vous êtes tout à fait le bienvenu pour rester autant que vous pouvez, bien sûr. Ce qu'on s'était dit en préparant un peu ce deuxième temps plutôt très dans la dynamique pratique et d'imaginer comment là ça y est, on rentre dans l'établissement, dans l'école et on est plus dans l'action. On s'était dit que et je vous donnerai la parole après, Gilles Laurent, pour vous présenter, qu'il nous semble que bien sûr derrière ce projet qui in fine aura lieu, parce que c'est bien ça l'objectif, et donc qui fera bouger des pratiques pédagogiques, qui permettra aux élèves de mieux réussir ensemble. Très clairement, il y avait pour nous des enjeux d'image, c'est-à-dire que clairement dans ce qu'on est en train de jouer, dans la façon dont on va faire la concertation, que ce soit vis-à-vis des parents, que ce soit vis-à-vis des collectivités, que ce soit même en interne, il y a très clairement un enjeu d'image, de façon dont on affiche un management certainement plus horizontal. Très clairement, on en a déjà parlé un petit peu. Donc, et il y avait aussi, très clairement aussi, on en a parlé, cet enjeu d'ancrage territorial et de montrer que chaque établissement, bien sûr, moi j'aimais beaucoup la phrase d'un ancien recteur qui était le recteur Boissineau, qui disait, à la limite, votre rôle de cadre de proximité, c'est de rendre intelligent des lois, des décrets, etc. Et qu'à la limite, la question de savoir si ça l'est complètement en amont et peut-être pas le cœur, si vous réussissez à le rendre intelligent et que localement on en fait quelque chose qui fait progresser les élèves et donc notre société de demain, très clairement on aura complètement gagné. Voilà un petit peu, je dirais, comment on peut penser la liaison. Et donc, oui. J'ajoute une chose qui est très importante. Et c'est là que moi je coince souvent les syndicats quand je discute amicalement avec eux, parce que moi je m'entends bien avec les syndicats. C'est que ce sont de grands défenseurs et à raison de la liberté pédagogique. Et en fait, la liberté pédagogique, a fortiori depuis la loi de 2019, elle contient une immense zone grise, une immense zone de liberté. On peut faire énormément. Et cet outil, en fait, il est un outil qui est pensé aussi pour amener ces acteurs, tous les acteurs, les enseignants, les chefs, l'établissement, à investir cette zone grise qu'ils n'ont pas encore osé investir. Voilà. Donc, c'est un catalyseur un peu d'audace et de pour rendre effective la liberté pédagogique. Tout à fait. Et on sait très clairement, nous, c'est dans nos habitudes, de dire attention à ce qui n'est pas écrit, et que dans un texte, quand il y a des choses qui n'ont pas écrites, quand on sait comment ils ont été conçus, il y a énormément de réflexion. Et dans les non-écrits, la liberté est très clairement volontaire. C'est pas du tout un oubli, c'est volontaire. Et Gilles, peut-être, Gilles Laurent, je vais peut-être vous laisser vous présenter et on peut peut-être démarrer un petit peu d'ailleurs là et continuer la question par rapport à la fiche Giraud que vous proposez. Vous allez expliquer pourquoi. Et donc cette fiche Giraud était à quoi sert la concertation pour aller vers un deuxième temps qui sera comment on arrive à se poser la bonne question et donc à déterminer le champ de la concertation qui va déterminer le champ de la communauté. Voilà. Gilles Laurent, je vous laisse la parole peut-être et nous dire pourquoi un peu d'où vous parlez. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup. Bonsoir Pascal et David. D'où je parle, je suis le président d'une petite société de conseil qui s'appelle Respublica, dont le métier c'est d'organiser des processus de dialogue collaboratif, de concertation, éventuellement même de management des parties prenantes. Notre métier, c'est de faire en sorte que quand beaucoup de personnes ont quelque chose en commun et quand elles doivent en discuter, c'est de faire en sorte que les dialogues que l'on met en place pour elles soient utiles et efficaces. Utiles parce qu'ils changent quelque chose à la situation de départ et il y a une situation d'arrivée qui est réputée, en tout cas qui doit être plus favorable que la situation de départ. Et efficace parce que quand on a une délégation d'heures ou des jours banalisés, on peut pas les multiplier par 10 si ça nous chante. On est tous contraints par des budgets temps, si ce n'est des budgets tout court. Et donc, si on a du temps pour organiser 3 réunions, il faut faire rentrer un sujet dans 3 réunions et pas dans 10. Et donc, c'est tout le travail qu'il y a à faire dans ce domaine-là. Donc, notre métier, c'est vraiment d'organiser des discussions sur des sujets complexes avec un grand nombre de partenaires, de personnes. Le grand nombre pouvant commencer à pas beaucoup d'ailleurs. Quand vous avez des gens extrêmement différents les uns des autres, même s'ils sont qu'une trentaine, ça peut être un grand nombre.
quand vous avez, mais ça peut aussi être plusieurs dizaines, plusieurs centaines de personnes. Il y a une chose qui est certaine dans ce domaine-là, c'est que plus le sujet est complexe, plus les dimensions du sujet sont nombreuses et plus le nombre de participants est important, plus la méthodologie pour faire en sorte que les dialogues soient utiles et efficaces doit être robuste, et c'est ça vraiment notre travail. En sachant en outre que la concertation, mais je parlerai plus volontiers de dialogue, c'est beaucoup un faux ami en réalité. Et c'est un faux ami qui en plus se fait avec des gens, c'est-à-dire des personnes qui ont un cerveau, une autonomie personnelle, une capacité à penser, et qui évidemment ne pensent pas spontanément tous la même chose. Organiser le dialogue, c'est travailler dans ces conditions-là. Et faux amis, pourquoi ? Parce que ça ne suffit pas de mettre un certain nombre de personnes dans une salle et de leur demander de discuter pour que ça fonctionne et que ce soit à la fois utile et efficace. Et même au contraire, le plus souvent, quand on fait ça sans méthode, on se retrouve dans une situation où on a une série de discours parallèles qui ne se rejoignent jamais, comme vous le savez, et ces discours parallèles ne servent à rien si ce n'est à décourager et à fatiguer les gens. Et donc, toute la question, c'est comment faire en sorte qu'on passe d'une posture de représentation institutionnelle à une posture de dialogue qui change les choses. Et tout ce qu'a dit David précédemment convient bien à cette forme bien le panorama dans lequel on peut élaborer tout cela. Beaucoup de choses ont été dites qui sont tout à fait en congruence avec ce que je peux vous expliquer ce soir. Alors, Jean-Luc, peut-être avant que Jean-Luc Simon nous pose une question qui peut peut-être nous aider à faire la transition. Il nous dit, en pratique, quelles seraient selon vous les compétences à mettre en œuvre pour impulser ces concertations, faire se réunir tous les acteurs, laisser la parole libre, et on constate, nous, dans un certain nombre de réunions que sont souvent parfois les mêmes professeurs qui s'expriment, et d'autres jamais, faire accepter les personnels un changement profond dans un fonctionnement d'horizontalité. Dit autrement, nous à un moment donné on proposait des formations à la controverse pour les enseignants via ManageEduc et Être Prof, et lui il dit tout cela n'est pas anodin, et est-ce que c'est pas un peu le préalable à la concertation d'avoir identifié un peu les compétences sur lesquelles on voulait faire bouger l'organisation peut-être? Qu'est-ce que vous en pensez de votre côté? Si on met trop de prérequis et de préalables, on ne va pas y arriver. Hein. Donc, il faut y aller. Faut plonger dans la piscine. L'eau sera un peu fraîche au départ, mais si on bouge bien, on se réchauffera. En gros, c'est ça mon message. C'est-à-dire que après, évidemment, il y a des conditions. Pour nager, il faut savoir faire un certain nombre de mouvements et les enchaîner. Ben là, c'est pareil. Il faut savoir faire un certain nombre de choses et faire en sorte que ces choses-là soient fluides. Il n'y a pas de compétence particulière, si ce n'est, mais ce n'est pas une compétence, la capacité à se mettre dans la bonne posture, à faire en sorte que on soit dans l'écoute active, qu'on accepte sans faire une crise cardiaque que des gens en face disent exactement le contraire de ce qu'on vient de dire ou considèrent que ce qu'on vient de dire n'est pas la bonne solution. Il faut être capable de prendre ces positions et puis de discuter, d'argumenter, de les défendre, de faire attention à ce que les malentendus, les mécompréhensions disparaissent. On peut être sur des positions très contradictoires, totalement orthogonales. J'expliquerai tout à l'heure comment on peut les régler. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que si on est sur des conflits d'intérêts forts qui montrent qu'il y a des visions du futur qui sont irréconciliables, eh bien, à ce moment-là, il faut trouver un moyen de les trancher. À l'échelle d'un établissement, ça peut être le travail d'un chef d'établissement ou de son équipe. Mais dans tous les cas, quand on arrive à ce point-là, c'est qu'on a fait déjà un travail de clarification des positions des uns et des autres. Et quand on discute sérieusement et de façon organisée, ça fait 35 ans que je fais ce métier, je peux vous dire que dans plus de 9 cas et demi sur 10, on tombe en réalité sur des points d'accord entre les gens et que les points de désaccord sont en réalité beaucoup moins nombreux qu'ils n'en ont l'air. En revanche, ces points de désaccord-là, ces dissensus, sont extrêmement durs et doivent être tranchés, doivent être cassés pour pouvoir avancer. Mais si on fait déjà la somme de tous les consensus qu'on a découverts au fur et à mesure des discussions,
on voit qu'on a de grandes possibilités d'avancer et une capacité à faire ensemble des projets qui est beaucoup plus importante que celle qu'on peut imaginer au départ. Avec le sentiment aussi que parfois le fait d'agir ensemble, et donc ne serait-ce que de se concerter dans l'optique de déterminer un projet, fait que on va avancer ensemble, mieux se comprendre, être plus en capacité d'avoir des échanges constructifs, alors que parfois le fait d'être dans une réflexion plus globale et moins dans une optique d'action directe, j'allais dire, est quelque chose qui conduit à des controverses qu'on n'arrive pas à lever à un moment donné. Peut-être nous dire, donc là on avait cette question, alors la dernière fois on avait évoqué un peu la logique de cette concertation et à quoi elle sert, mais peut-être pour faire la liaison, Gilles Laurent, nous dire vous votre vision un peu de cette concertation, nous parler peut-être un peu des outils que vous nous proposez, qui seront diffusés par la suite bien sûr, l'idée étant d'avoir un certain nombre de fiches, j'allais dire très opérationnelles, et merci beaucoup de l'action que vous avez menée là-dessus, parce que pour avoir lu ces fiches un peu en première voilà en première lecture, c'était vraiment très très intéressant. Mais donc toutes ces questions autour à la fois peut-être de à quoi sert la concertation et comment on en arrive à poser la bonne question. D'accord. Ce que je vous propose, j'ai préparé un bien sûr. petit diaporama. Je vous propose de le partager si j'y arrive mieux que ce matin. Quand on a fait... Alors là, moi, je vois très bien organiser une concertation au sein d'un établissement scolaire ou sur un territoire. Formidable. Alors, je vous préviens, je suis au maximum de ce que je peux bien faire là, donc je ne sais pas passer en plein écran sur ce logiciel, mais je pense que ça devrait suffire. Je viens, comme vous le voyez, je viens de corriger le titre de mon diaporama. Je l'avais intitulé au départ « Organiser une concertation au sein d'un établissement scolaire » et j'ai rajouté à la suite de ce qui vient de se dire « ou sur un territoire » parce que finalement, la méthode est la même, il suffit de la transposer. Concernant ce que je vais vous dire, je vais d'abord vous dire rapidement à quoi sert la concertation, mais ça, tout le monde s'en doute un petit peu, mais c'est quand même pas mal de le rappeler. Je vais vous dire comment on peut, et je vais vous dire quels sont les 2 premiers jalons d'une méthode réussie, en tout cas qui permet de réussir une concertation, c'est poser la bonne question et mobiliser les parties prenantes. Et vous verrez que ça permettra notamment de répondre à une des questions qui a été posée tout à l'heure, de savoir finalement avec qui on discute. Est-ce qu'on ne discute qu'avec les gens concernés d'un sujet concerné? Grosso modo, la réponse est oui, mais je vais le justifier dans quelques instants. À quoi sert la concertation? D'abord, je pars du constat que nous ne sommes pas le pays dans lequel le dialogue est le plus développé et que la manière dont on a l'habitude de fonctionner en France, dans à peu près toutes les institutions, est une façon beaucoup plus autoritaire que facilitatrice, pour reprendre le terme de David Jays. Et ça crée évidemment un sentiment parmi les gens de ne pas être pris en compte et de voir passer des décisions dont beaucoup finalement ne savent pas d'où elles viennent. Et le problème devient beaucoup plus difficile quand on est dans une situation où on a compris cela, qu'on essaye du coup d'organiser du dialogue, mais qu'on se retrouve dans un système où on ne maîtrise pas le minimum de méthodes qui permet de faire en sorte que le dialogue soit organisé correctement. Donc il y a un déficit de connaissances théoriques et pratiques du dialogue qui est tout à fait important et sur lequel on peut faire des progrès extrêmement rapidement en étant un tout petit peu méthodique. Organiser un dialogue utile et efficace, c'est d'abord créer les conditions d'un échange d'arguments entre des personnes de façon à ce que cet échange d'arguments produise quelque chose. Et ça a pour avantage de faciliter la prise de décision, de rendre ces décisions à la fois plus pertinentes et plus efficaces, c'est-à-dire plus performantes, parce que on est plus nombreux à avoir participé à l'élaboration de la décision, on est plus nombreux à comprendre quels sont les éléments qui ont permis de
de trancher les décisions et qu'on est plus nombreux à savoir comment mettre en œuvre ces décisions. Et on peut du coup en tirer de nombreux intérêts. Qu'est-ce qu'une concertation? C'est d'abord une démarche collective. Si on parle de la différence entre consultation et concertation, je dirais que la consultation, c'est quelqu'un qui pose une question, c'est un sondage en fait. C'est vous posez une question aux personnes qui sont autour de vous, chacune répond dans son coin et vous faites la synthèse des réponses. Ça, c'est de la consultation. La concertation, c'est vous posez la même question et tout le monde discute de la réponse et tout le monde fabrique ensemble la réponse. Je dis bien la réponse, pas forcément la décision. On peut aller jusqu'à la décision et on peut passer à de la co-construction. Mais déjà, à minima, la concertation, c'est fabriquer ensemble des réponses à des questions que l'on s'est posées ensemble. C'est évidemment un ensemble d'actions qui permet de faire ça, d'où l'idée de la méthodologie. Et ça produit quoi? Ça produit une série d'avis, de propositions, de recommandations qui peuvent traduire des consensus ou des dissensus. Qu'est-ce que c'est qu'un consensus? C'est un point sur lequel on est certain que tout le monde est d'accord. Et un dissensus, c'est un point sur lequel on est certain que tout le monde est en désaccord, en tout cas qu'il y a des désaccords entre les parties prenantes. Et ce désaccord, ça veut dire qu'on l'a clarifié, qu'on est certain qu'il n'y a pas derrière des faux débats, des mécompréhensions, des ambiguïtés sur l'utilisation des termes utilisés par les uns et les autres. Pour réussir une concertation, il y a en gros 6 étapes qui sont des points de passage obligés. À l'intérieur de chacune des étapes, en réalité, on peut faire un peu comme on a envie. Je vais donner quelques éléments sur les 2 premières, mais ces 6 étapes, pour moi, sont vraiment obligatoires si on veut qu'à la fin, on ait réussi à faire en sorte que la concertation serve à quelque chose. Première étape, définir la finalité et les objectifs de la concertation, c'est-à-dire savoir précisément et avec tout le monde de quoi on va parler ensemble. C'est poser la bonne question, j'y reviendrai tout à l'heure. Deuxième étape, mais en réalité la première et la deuxième fonctionnent ensemble, c'est mobiliser les parties prenantes et comprendre pourquoi ces personnes sont des parties prenantes. Là aussi, j'y reviendrai. Notez bien encore une fois que ces 2 étapes fonctionnent exactement ensemble. On ne peut pas définir la finalité et les objectifs de la concertation si on ne sait pas à quelle partie prenante on a affaire ou de quelle partie prenante on a besoin pour organiser cette discussion. Troisième élément, apporter de l'information pour amorcer la discussion, pour faciliter l'entrée des parties prenantes dans la discussion. C'est une étape qui n'est pas si compliquée que ça, sauf que on oublie souvent de faire en sorte que l'information soit compréhensible par celui qui est, comment dirais-je, le moins capé, le moins en capacité de rentrer facilement dans la discussion. Et donc, il faut organiser les informations de façon à ce qu'elles soient comprises par tout le monde. Quatrième étape, définir les modalités de discussion et la progression des débats. Tous les débats ne se dérouleront pas de la même manière, toutes les questions ne se traiteront pas de la même manière, tous les dispositifs de dialogue ne correspondent pas à toutes les thématiques, et donc il faut trouver le moyen de bien choisir le programme de progression de la discussion, animer les discussions et enfin en exploiter les résultats et en rendre compte. Juste un point pour insister là-dessus parce que c'est absolument essentiel. Si les personnes qui ont participé à la concertation ne comprennent pas quel a été leur rôle dans la décision qui a été prise, c'est comme si la concertation n'avait pas eu lieu. Donc il faut absolument, dès le début, faire une promesse qui est on vous rendra compte de ce qu'on a fait des résultats de la concertation et à la fin tenir sa promesse en explicitant les décisions que l'on a prises en fonction des résultats de la concertation. Je vous disais qu'il y a des consensus et des dissensus. On peut adopter ou non les consensus, on tranche les dissensus. L'important, c'est de dire pourquoi on l'a fait. Et je crois, dans ce que vous dites, que très clairement, on le voit bien dans nos établissements. D'une part, oser se dire les dissensus, c'est quelque chose qui souvent est complexe, sur lequel on n'ose pas le faire, alors que je crois que ne serait-ce qu'arriver à se mettre d'accord sur le fait qu'on n'est pas d'accord sur tel point et qu'effectivement, il y a bien une façon de trancher, ça me paraît très, très important. Et ce que vous dites aussi, c'est qu'on est souvent dans l'a priori qu'on parle tous de la même chose et qu'en réalité, on a des cultures professionnelles qui sont très différentes, voire des cultures générales qui sont très différentes, et que sur cette concertation, il ne faut pas qu'on oublie les parents, et on sait très bien que les parents peuvent avoir des visions très éloignées de ce que nous appelons
par exemple concertation ou même un élément très précis, et que expliciter, donner l'information pour qu'on ait tous, je dirais, le même niveau d'information, moi, me paraît absolument nécessaire. Et comme vous le disiez, in fine, aussi, toujours, est-ce qu'on a parfois un peu de mal à faire, nous, c'est à revenir sur ce qui a été décidé et expliciter le pourquoi et le rôle de chacun. Moi, ça me paraît des éléments très, très importants, et que ça nécessite du temps, mais c'est jamais du temps perdu, c'est plutôt du temps investi, il me semble. Voilà. Tout à fait. En matière de médiation, vous savez qu'on dit que exposer les raisons du désaccord, c'est déjà entamer véritablement le dialogue. Le dialogue en situation de conflit, de différends importants, le dialogue ne commence qu'une fois qu'on s'est mis d'accord sur les raisons du désaccord. Ça, c'est vraiment quelque chose de tout à fait important. Mais en même temps, ça ne peut pas se faire comme ça en général. Ça ne peut pas se faire comme on a l'habitude de discuter dans les cadres habituels de discussion. Il faut créer les conditions pour que l'exposé des désaccords ne débouche pas sur une explosion. Je continuerai en disant que finalement, il y a 3 conditions de réussite à une concertation. Toutes les parties prenantes, je reviendrai sur ce concept, mettez derrière tous les acteurs pour l'instant, mais la partie prenante a une indication bien particulière. Toutes les parties prenantes ont pu prendre au dialogue et ont compris quels en sont les résultats. Elles ont pu prendre au dialogue, c'est-à-dire que toutes les personnes concernées ont effectivement participé au dialogue. Deuxième condition de réussite, lorsque les décideurs trouvent dans les résultats de la concertation des éléments d'éclairage, il faut qu'ils leur permettent de bien anticiper l'impact des décisions sur les parties prenantes. Ça, c'est vraiment un élément tout à fait important. La décision qui est prise à propos ou à la suite d'une concertation doit être véritablement anticipée dans ses impacts. Et enfin, on réussit une concertation lorsque les décisions sont positivement reçues par les parties prenantes, y compris celles avec lesquelles elles ne sont pas d'accord. Quand on sait d'où vient une décision, même si on n'est pas d'accord avec elle, on l'accepte mieux. Je ne dis pas qu'on est content, personne ne saute de joie quand on perd un arbitrage, mais si on comprend d'où vient cette décision, si on sait pourquoi finalement on n'a pas été à ce moment-là gagnant dans la décision, on l'accepte mieux qu'une décision qui vient brutalement et sans qu'on en connaisse bien l'origine. Vous me permettez, je crois qu'en plus, si on est dans une démarche où on a l'habitude de ces concertations, on sait très bien qu'à un moment donné, soit la décision elle a été bonne et elle aura une certaine efficacité sur les apprentissages des élèves, et ça sera démontré, et on aura d'autres occasions de faire pencher à la limite la balance, si balance il y a, vers soi, soit effectivement, on remettra les choses sur le chantier et ça reposera. Voilà. Je vous laisse continuer. Je vais garder les questions, mais allez-y. Posez la bonne question. Posez la bonne question. Finalement, de quoi s'agit-il ? Les enjeux, c'est d'abord s'assurer de l'intérêt de toutes les parties prenantes pour le thème qui est soumis à la discussion. On va retourner cette phrase-là pour voir comment méthodologiquement on y arrive. S'assurer de la capacité de celui qui organise la concertation à prendre des décisions relativement au sujet qu'il a mis en débat et à les appliquer en tenant compte du résultat de la concertation. Ça ne sert à rien d'organiser une concertation sur un sujet sur lequel vous n'avez pas de compétences ou vous n'avez pas de possibilité d'agir. Sauf, éventuellement, dans le cas fréquent, en réalité, et parfois plaisant, dans lequel vous voulez refaire le monde. Mais ça se passe plutôt au bar du café du commerce. Et enfin, choisir le bon sujet, c'est aussi définir avec précision la finalité et l'objectif de la concertation. Ça, c'est vraiment la clé de voûte du dispositif. Si vous ne savez pas ce que vous cherchez à la fin, si vous n'avez pas une idée précise de la raison pour laquelle vous organisez une concertation, pourquoi vous l'organisez et pourquoi vous l'organisez, vous êtes beaucoup plus en difficulté pour la conduire à bien. Quelles sont les étapes à suivre ? D'abord, identifier les sujets de préoccupation des parties prenantes, c'est-à-dire choisir un sujet qui les mobilise, qui les intéresse au sens fort du terme, c'est-à-dire un sujet sur lequel elles peuvent avoir un impact
ou un sujet qui a un impact sur elle. Ça marche évidemment dans les deux sens. Un sujet dont la résolution apportera une amélioration aux parties prenantes, ça c'est assez classique. Dresser la liste de tous les sujets possibles et avoir une liste de sujets possibles de concertation qui ne seront évidemment pas tous traités parce que tout simplement pour la raison qu'on disait tout à l'heure, on n'a pas le temps, mais à ce moment-là, on pourra les prioriser et on passe du coup à la caractérisation de ces sujets. C'est bien se souvenir que la concertation n'a d'intérêt que si elle a une visée opérationnelle. C'est fait pour prendre une décision et passer à l'action, prioriser les sujets et en se posant 3 questions. Est-ce que ce sujet est commun à plusieurs catégories de parties prenantes ou est-ce qu'il va juste m'arranger moi pas besoin de faire une concertation. Est-ce qu'il apporte une solution et est-ce qu'il y a un caractère d'urgence ? Si on est au démarrage d'un processus de concertation, si on n'a jamais fait de concertation dans son établissement, peut-être justement qu'il faut prendre les sujets qui vous paraissent les plus urgents ou ceux qui ont les enjeux les plus importants. Et puis évidemment, choisir l'ordre de priorité dans tout ça. Et enfin, s'interroger sur la capacité à faire, à mettre en œuvre les solutions qui surgiront de la concertation. Est-ce que ça en rentre ou pas dans les compétences du chef d'établissement ou de l'établissement ? Est-ce que vous aurez les moyens, est-ce que vous avez des chances d'avoir les moyens de mettre en œuvre ces propositions qui sortiront de cette discussion, etc. Est-ce qu'il faut choisir le sujet tout seul, de manière collective ou pas ? Notre conseil à nous, c'est de dire que avant la concertation, il faut organiser une concertation. Pardon de cette mise en abîme, mais vous serez beaucoup plus efficace dans le choix du sujet si vous en discutez avec un certain nombre de personnes qui vont constituer le noyau dur peut-être des parties prenantes de la concertation, un comité de pilotage dans lequel plusieurs catégories de personnes ou plusieurs catégories d'acteurs sont représentées peut être une bonne occasion de le faire. Et puis, dernier point, problématiser le thème de la discussion, c'est-à-dire transformer le sujet en question. On ne discute pas, je sais pas moi, de la pédagogie en général, mais on discute d'un sujet bien précis en matière de pédagogie, ou on ne discute pas de l'organisation du collège en général, mais peut-être d'une question bien particulière, je ne sais pas, les horaires, le mode de fonctionnement de telle ou telle activité, etc. Et j'insisterai sur la liste à puces là, qui est en bas à droite de l'écran, en notant bien la différence entre les questions ou le type de questions qu'on peut poser. Les questions qui commencent par comment, généralement, attendent une réponse technique ou provoquent une réponse technique. Or, très souvent, vous allez vous rendre compte que vous avez des parties prenantes impliquées dans une même discussion qui n'ont pas le même niveau de technicité, voire même pour certaines qui ont 0 technicité par rapport à la question qui est posée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la bonne question, c'est la question qui n'est pas au niveau technique de discussion, mais plutôt au niveau stratégique ou, je dirais, au niveau politique au sens noble du terme, c'est-à-dire comment est-ce qu'on voit ensemble l'avenir vers lequel on a envie d'aller. Et du coup, alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais poser des questions qui commencent par comment. Si vous êtes uniquement avec des techniciens de même niveau de compétence et de connaissance d'un sujet, vous pouvez tout à fait concerter sur du comment. Mais si vous êtes avec des parties prenantes très hétérogènes, vous avez plutôt intérêt à avoir des questions qui commencent par quoi, quelles, des questions qui conduisent à définir des choix, des ordres de priorité, etc. Ou vous pouvez aussi avoir des questions, et là, une espèce d'entre-deux d'une certaine façon, des questions qui posent des conditions. À quelles conditions telle ou telle chose est-elle possible ? À quelles conditions je peux ou nous pouvons, etc., etc. C'est des questions qui qui induisent un peu la réponse, mais évidemment, mais qui ne l'induisent pas totalement, puisque justement, ce que l'on recherche, c'est les conditions dans lesquelles telle ou telle réponse est acceptable. Ça, c'est vraiment un élément très important parce que ça m'est souvent arrivé de me rendre compte que des thématiques de concertation étaient bien posées, des parties prenantes avaient bien été imaginées, mobilisées, et simplement la question qu'on pose
n'est pas la bonne et du coup induit des réponses qui ne sont pas au niveau de ce que l'on recherche. Donc là, on voit à la fois le rôle de les chefs d'établissement, du directeur d'école, de l'UN sur une circonscription. C'est-à-dire qu'on voit à la fois, il me semble, la capacité à faire vivre un comité de pilotage, comme vous le disiez, dans une écoute active, dans une dynamique positive, même en identifiant un certain nombre de dissensus. Et d'autre part, on voit aussi la rigueur là qui est professionnelle quelque part et qui est une compétence. Si je reprends un peu ce que disait tout à l'heure Jean-Luc, qui fait partie des compétences du chef d'établissement, qui est effectivement comment on peut bien formuler cette question. Et je vous rejoins sur le fait que parfois, le sentiment que le fond était bon, mais que la forme a induit un blocage. Et c'est souvent beaucoup plus difficile ensuite d'y revenir et de le remettre là encore sur la table, très concrètement, parce que ça a souvent créé des éléments négatifs. Je rappelle que ces éléments-là sont aussi dans les fiches. C'était des questions qui nous étaient posées, mais merci beaucoup pour ces 3 niveaux de questions et sur le fait que souvent quand on est dans le comment, on va être par exemple dans le conseil pédagogique et là dans l'entre-soi des professionnels de la pédagogie, et c'est tout à fait normal, il faut le revendiquer parce que c'est comme tel, mais qu'en revanche on est dans le parquet et par définition, là on va être dans les enjeux de réussite par exemple des élèves et là ça concerne bien sûr tout le monde, que ce soit les parents, les collectivités territoriales et nous-mêmes par définition. Ouais. Sur le fond et la forme, c'est vraiment une réflexion qui est extrêmement importante en matière de concertation parce que l'un et l'autre sont totalement liés en réalité. Et enfin, tout le monde connaît la personne qui dit toujours des choses très pertinentes, très intelligentes, mais sous une forme qui est tellement désagréable et tellement difficilement audible que finalement ça ne passe pas. C'est un peu la même chose en matière de concertation. Si on est bon sur le fond mais qu'on est nul sur la forme, le résultat de la concertation n'est pas bon, ça c'est sûr. Dernier élément, mobiliser les parties prenantes. Alors, première chose qu'il faut avoir en tête, c'est que vous ne pouvez organiser une concertation que s'il y a des gens qui viennent discuter. C'est tout bête, mais c'est pas si évident que ça en réalité. C'est-à-dire qu'il y a des parties prenantes qui sont essentielles et qu'on a beaucoup de mal à mobiliser. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une partie prenante ? On a posé là cette définition ici, c'est toutes les personnes physiques ou morales qui portent un intérêt à votre établissement ou à son territoire ou à un ensemble d'établissements, comme on le disait tout à l'heure, et qui peuvent, tout en ayant l'établissement en commun, le considérer de manière différente, voire divergence, et donc ne pas être d'accord entre elles à propos de son présent ou de son avenir. Encore une fois, la partie prenante, c'est un acteur, une actrice qui a un intérêt commun avec d'autres acteurs ou d'autres actrices à une question en particulier, à un objet en particulier, ou à l'avenir d'un établissement scolaire. On a, du coup, quand on réfléchit du point de vue d'un établissement scolaire, en gros, on a 2 grandes catégories de parties prenantes. Il y a les membres de la communauté éducative au sens large, et puis il y a tous les partenaires de l'établissement, qui généralement sont plutôt externes à l'établissement, mais qui peuvent avoir un intérêt à rentrer dans la discussion. À l'extrême, on pourrait dire que, je ne sais pas, sur une question de cantine scolaire, de cantine, si c'est l'établissement qui est en responsabilité sur le fonctionnement de la cantine, seront concernés les membres de la communauté scolaire, de la communauté éducative, plus, je ne sais pas moi, les fournisseurs, les opérateurs, enfin bref, des gens qui ne sont pas directement dans la communauté éducative, mais qui ont un rôle tout à fait important. Ça peut être, y compris, pourquoi pas, la municipalité ou le département s'il s'agit d'un collège, etc., etc. Alors, je trouve votre remarque bien sûr très très pertinente, mais je voudrais juste m'y arrêter parce que je pense qu'elle est importante et presque simple à mettre en œuvre à l'échelle d'un établissement. La première, c'est que souvent sur le sujet, on se dit mais qui est concerné par le sujet, et cette première étape-là, elle est assez facile à faire. Mais je vous rejoins et je dois avouer que moi, je l'ai fait qu'une ou 2 fois, plutôt à la fin de ma carrière vraiment en établissement et presque par hasard, mais qui était de dire à un moment donné au niveau du comité de pilotage, vous, à votre avis, qui faut-il inviter ? Et c'est toujours un peu étonnant de se dire, c'est intéressant de voir que
à un moment donné pour que la discussion soit complète. Et ce que vous dites, c'est-à-dire en fonction des autres acteurs. C'est-à-dire que ouvrir la démarche de concertation. Alors après, il y a peut-être à définir la liste et à la limiter, mais d'avoir une étape où à un moment donné, on dit mais qui il faudrait autour de la table pour que la concertation soit une réelle concertation, c'est toujours intéressant, et de ne pas partir seulement de notre vision de chef d'établissement, même si nous suivons, on a une vision, mais rarement à 360 degrés quand même, il faut le dire. Et je trouve que c'est toujours intéressant et très riche de voir qu'on va parfois avoir des personnes très très intéressantes, on le soupçonnait pas, et qui vont être invitées par les autres acteurs. Alors c'est quelque chose qui s'organise bien sûr, je le reprends, et ça renvoie aussi à mon avis que quand on pense concertation, ça ne veut pas dire tout en même temps à chaque fois, et que c'est pas sur les 2 jours, bien sûr, si je prends un collège ou un lycée, qu'on va inviter tous les partenaires de l'établissement. Moi, j'ai assisté à une concertation qui démarrait avec un premier temps où c'était essentiellement les partenaires, quelques professeurs qui étaient invités en début de soirée, et qui annonçaient d'autres temps où là, la communauté des élèves, la communauté des professeurs là en exhaustivité seraient réunis pour travailler sur ces différents thèmes, et c'était pas obligatoirement les mêmes jours, bien sûr. Tout à fait. Si on va au bout de la logique de ce que je viens de dire, c'est-à-dire les parties prenantes sont toutes les personnes qui sont intéressées par un sujet ou un objet mis en discussion, ça veut dire que ça n'est pas celui qui organise la concertation qui définit la liste des parties prenantes. C'est les parties prenantes ou les acteurs qui se décident comme étant parties prenantes en fonction de ce que j'appelle leur motif de concernement. Je vais y venir dans un instant. Alors, évidemment, c'est sans doute un petit peu différent à l'échelle d'un établissement scolaire, mais ce que je viens de dire là, par exemple, quand on est dans une concertation en urbanisme, par exemple, sur la transformation d'un quartier, eh bien, c'est pas le maire qui décide qui va participer à la discussion, mais c'est tous les acteurs, et quelquefois, c'est des acteurs qui ne sont pas du quartier, mais qui considèrent que ce qui va se passer dans ce quartier-là les intéresse, a un impact sur leur avenir, et du coup se constitue comme partie prenante. Donc cette notion de partie prenante, c'est pour ça qu'on l'utilise un peu. On peut évidemment parler d'acteurs en général, hein, on n'est pas obligé d'utiliser le jargon, mais je voulais quand même mettre en avant cette notion parce qu'elle permet de bien comprendre ce qui se passe derrière. Moi, je vous rejoins, et ne serait-ce que j'ai l'exemple plusieurs fois, par exemple, des sociétés de transport qui ne sont pas directement impactés sur le transport scolaire, mais dont l'établissement impacte ce qui se passe sur les lignes, par exemple, suivant la problématique, et ne serait-ce que l'organisation du temps scolaire, d'un seul coup, les avoir autour de la table est quelque chose qui peut être utile dans le cadre d'une concertation pour éviter ne serait-ce que des blocages. Voilà l'exemple type, et c'était l'exemple type de quelqu'un qui m'avait dit, mais faudrait qu'on les invite parce qu'ils auront certainement des choses très facilitantes à nous dire, et c'était tout à fait le cas. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous, et je pense qu'on ne se l'autorise pas obligatoirement assez, le fait d'ouvrir la concertation à ceux qui sont concernés et qui se sentent concernés. Tout à fait. Alors, je disais tout à l'heure que on dialogue, le dialogue est un faux ami, et qu'en plus ça se passe avec des gens. Donc, voilà pourquoi je le disais. Parce que par définition, les parties prenantes, elles n'ont pas le temps, elles ne sont pas motivées parce qu'elles ne voient pas à quoi ça va servir, elles ne sont pas motivées parce qu'elles pensent qu'il n'y a pas à discuter et que c'est le chef qui doit faire le chef. Elles ne veulent pas participer parce qu'elles ne veulent pas que ça change. Elles ne savent pas que la concertation existe. Elles ne pensent pas que les discussions s'adressent à elles ou qu'elles y ont leur place. Bref, il y a plein de raisons pour qu'une partie prenante considère que finalement, elle n'a pas besoin de se mobiliser dans la concertation. Ça veut dire très concrètement que si vous considérez que tel acteur, telle personne, telle organisation est une partie prenante de votre point de vue, il faut le convaincre ou la convaincre qu'elle peut avoir un rôle de partie prenante. Et ça veut donc dire qu'il faut expliciter aux gens l'intérêt que vous avez et qu'ils ont à participer à la discussion. Heureusement, ce n'est pas toujours le cas, mais on voit bien tous de qui je parle ici. Il y a des familles qui viendront difficilement dans une concertation que vous pourriez organiser. Il y a des familles qui pensent que ça n'est pas leur place, que ça n'est pas le lieu, qu'elles n'ont rien à dire. Ça dépend des sujets, évidemment. Si vous organisez une discussion sur le choix de telle ou telle manière d'enseigner, je ne sais pas moi, les mathématiques, peut-être que ces familles en question n'ont pas grand-chose à apporter. Mais si vous rediscutez du soutien qu'on peut apporter dans le cadre de l'enseignement des mathématiques, c'est pas impossible que ces familles elles aient des choses intéressantes à dire. Évidemment, quand je parle des familles, je peux aussi penser à bien d'autres acteurs, et notamment aux élèves.
Et on retrouve là l'exemple type de la formulation, c'est-à-dire par quels moyens on peut permettre à des élèves de réussir en mathématiques parce que dans tel établissement, dans telle zone, il y a un vrai déficit, on le sait bien. Moi, j'avais vu des belles choses proposées. En revanche, si on dit comment enseignant les mathématiques, en plus, par définition, on va avoir un certain nombre d'enseignants qui considèrent qu'ils n'ont pas à justifier leur méthode pédagogique, ce qui peut aussi se discuter, mais on va être dans une dynamique tout à fait différente. Donc, on revient là entre par quels moyens et le comment ou par quel ou quels sont nos objectifs en mathématiques, etc. Et comment on peut créer des objets. D'un seul coup, on va être sur des clubs. Moi, je me souviens de clubs mathématiques qui étaient faits où les parents étaient présents pour eux-mêmes un peu se former parfois à la façon dont ils pouvaient accompagner certains de leurs jeunes enfants, je pense jusqu'à la 6e par exemple, en mathématiques, dans une zone, dans un territoire politique de la ville, par exemple. Alors, vous l'avez dit il y a quelques instants, l'important c'est d'identifier les parties prenantes, mais pas seulement. Vous avez vu que le titre de cette diapositive, c'est identifier les parties prenantes et leurs motifs de concernement. Il ne suffit pas de dire on va inviter un tel et un tel. Il faut savoir pourquoi on les invite ou pourquoi ils vont s'inviter dans la discussion. Donc, je dirais qu'il y a des parties prenantes qui sont faciles à identifier, c'est celle de la communauté éducative. Vous connaissez vos gens, si je puis dire, vous savez avec qui vous travaillez et qui sont vos gens. Peut-être ça peut être intéressant de s'interroger sur les raisons qui vont les intéresser dans telle ou telle discussion. Peut-être que ça n'est pas que ces raisons n'apparaîtront pas de façon totalement évidente ou lumineuse au premier coup, et ça vaut la peine de se poser la question. Pour ce qui est des parties prenantes externes, en gros, la question le meilleur moyen de les identifier, c'est se dire, on aimerait pouvoir discuter de cette question, ça intéresse qui ? Qui aurait, d'après nous, quelque chose à dire là-dessus ? Et puis, quand on a un petit peu de temps, on peut aller un peu plus loin et on peut interroger quelques parties prenantes. Ne serait-ce que passer quelques coups de fil de quelques minutes pour dire, tiens, on va discuter de ce truc-là, est-ce que ça vous intéresse ? Est-ce que vous voyez d'autres personnes qui seraient intéressées, etc. Enfin bref, essayer de reconstituer la communauté ou de constituer la communauté de personnes qui pourraient avoir un intérêt à discuter de tel ou tel sujet. Et de la même manière, se poser la question de pourquoi ça les intéresse. Et c'est important de le savoir. J'ai l'habitude de dire quand je fais des formations dans ce domaine-là que j'imagine que personne, parmi nos auditeurs là ce soir, personne n'aurait l'idée d'inviter 10 inconnus dans la rue en rentrant du collège ou du lycée le soir en disant « Tenez, venez manger à la maison ». Personne n'invite des inconnus à dîner le soir chez soi. Inviter des gens à participer à une discussion dans une concertation sans savoir à l'avance qui ils sont, ce qu'ils sentent, quelles sont leurs lignes rouges, quelles sont leurs difficultés ou qu'est-ce qu'ils peuvent apporter dans la discussion. C'est un peu comme si on invitait des parfaits inconnus à dîner chez soi le soir. Sachant que j'ai vu, moi, certains collègues qui réfléchissaient actuellement, alors par exemple au niveau des parents et des communautés éducatives des parents, en amont de leur temps de rencontre des parents et de présentation, d'utiliser par exemple les environnements numériques de travail et un petit questionnaire pour ne serait-ce que sensibiliser un peu, se donner un vocabulaire un peu commun et partir de la réunion en disant voilà, vous avez répondu à ces quelques questions, s'il y avait des ordres de priorité, etc. Et ne serait-ce que ça a l'air d'être tout à fait positif pour lancer la discussion et c'est pas très lourd à faire avec les moyens actuels. C'est un moyen effectivement tout à fait possible. Alors, vous avez échangé tout à l'heure avec David J sur la question des organisations syndicales et d'une façon générale des organisations représentatives. Parce que évidemment, quand on organise une concertation, on s'organise, on discute ou on s'apprête à discuter avec monsieur, madame, tout le monde et pas forcément des personnes organisées. En tout cas, souvent le but c'est de discuter avec ces personnes-là. D'une façon générale, l'implication des parties prenantes de représentation, les organisations syndicales, les associations de parents d'élèves, que sais-je encore, est une affaire importante et leur participation est importante dans les processus de concertation. Et on va voir qu'il y a plusieurs manières de les impliquer dans le processus.
Elle est importante, mais elle n'est pas suffisante. Et c'est en fait ça, la zone de négociation ou de discussion, en tout cas, avec elle. C'est pour ça que nous, on préconise plutôt de discuter avec les parties prenantes représentatives en amont du processus de concertation. Et il y a plein de moyens de les impliquer dans la place qu'elles vont occuper, dans le rôle qu'elles vont jouer, dans la définition, par exemple, du sujet de concertation, est-ce qu'elles ont un intérêt, et si oui, lequel, en tout cas, de quoi elles sont prêtes à discuter, dans le rôle qu'elles peuvent jouer pendant la concertation, leur donner peut-être une place officielle plutôt que de les laisser réagir du fond de la salle, ça peut être un bon moyen. Faire en sorte qu'elles s'impliquent aussi dans la mobilisation de leur réseau, de leur mandant. Ça peut être aussi un moyen de permettre une association qui ne soit ni une neutralisation, parce que vous ne les neutraliserez pas, il faut le savoir, vous ne neutraliserez pas dans les processus de concertation les organisations qui représentent des personnes, mais ni un déni d'existence. Et de fait, ces organisations existent. Et donc, il faut leur trouver une place. Elles sont une partie prenante parmi d'autres. Le délégué, le responsable syndical est une partie prenante, peut-être et souvent un peu différente de son collègue qui n'est pas syndiqué. Et leur motivation, leurs motifs de concernement ne sont pas exactement les mêmes. Et donc, il faut en tenir compte, les intégrer, les impliquer et bien comprendre leur motivation. Et ça m'amène d'une part souvent dans les établissements scolaires, et pour l'avoir été moi en tant qu'enseignant, représentant syndical, on sait très bien que même au niveau des élus, le temps de se concerter, de se voir est des choses somme toute assez rares, et qu'on est dans un groupe qui a quelques valeurs très partagées, mais pas obligatoirement à l'échelle d'un établissement dans une dynamique de concertation, ça c'est très clair. Et deuxième point, c'est d'autant plus facile où la concertation peut servir à ça que ces rencontres sont régulières et qu'on a des espaces, j'allais dire un peu off, j'aime pas l'expression, mais des espaces qui sortent des cadres complètement formalisés des conseils d'administration, etc., où on a l'habitude d'échanger avec eux et où on va poser avec eux les enjeux comme vous l'avez présenté là. Moi, ça me semblait important. On s'était dit pendant la présentation qu'on était bien à un niveau mezzo là, et c'est ça qui est important, il me semble, c'est-à-dire qu'il y a bien le niveau national et la représentation nationale qui va s'exprimer parfois dans nos établissements, et là, c'est pas du tout l'enjeu. Et il y a bien l'enjeu au niveau du collectif et de ce qui est en train de se jouer. Et là, on sait très bien que ça dépasse souvent les clivages syndicaux. Et dernier point, je pense qu'on est tous assez d'accord sur le fait qu'une démocratie se juge aussi à l'orée des contre-pouvoirs qu'elle permet, et à l'aune des contre-pouvoirs qu'elle permet. Montesquieu le disait bien mieux que moi, et que très clairement, on serait tous assez, je dirais, inquiets de concertation qui chercherait à mettre de côté complètement les représentations syndicales et dont l'objectif serait de les rendre inefficaces. Voilà. N'hésitez pas non plus à nous poser des questions, hein, j'en profite pour vous dire, parce qu'on avait dit qu'on s'arrêtait à 20h, donc on va tenir ce timing très précisément. Donc si vous avez quelques questions, je sais que vous avez bientôt fini de présenter les choses, et merci, c'est passionnant, mais n'hésitez pas à nous mettre des questions dans le chat. Je vais aller très vite sur cette diapo-là parce que j'en ai déjà plus ou moins parlé. En gros, il faut informer les parties prenantes de l'existence de la concertation et les motiver, c'est ce que je disais tout à l'heure. On peut être partie prenante sans le savoir d'une concertation. Et donc, il faut révéler aux gens qu'ils peuvent avoir un intérêt à venir discuter, construire l'avenir avec d'autres acteurs et prouver qu'on ne le fait pas juste comme ça pour avoir du monde et remplir la salle. Alors, est-ce que ça ne veut pas dire que, et c'est un peu la question que posait Florence, j'ai l'impression que parfois pour que la concertation se fasse, il faut prendre un sujet fédérateur. Moi, j'avais un exemple d'un collègue qui m'a très gentiment invité, parce que je fais partie des partenaires de son établissement, à une concertation où on était sur quelque chose de très pratico-pratique, de l'aménagement d'un lieu important dans l'établissement. Et je dois vous dire que moi, j'y étais allé un peu avec le sentiment que ce n'était peut-être pas l'objet le plus prioritaire
par rapport à la question qu'on s'est posée. Mais en fait, derrière ça, se posait bien la question des différentes parties prenantes, la façon dont on allait faire vivre ce lieu, que ce soit les partenaires, les élèves, les professeurs, et donc la place de chacun dans cette dynamique collective. Moi, j'ai trouvé ce temps très très riche et j'en suis ressorti très enthousiaste sur ce qui va s'y passer. Alors que dans les faits, on était sur quelque chose qui me semblait fédérateur et très accessible en termes de culture, de niveau de base pour pouvoir y rentrer, sans être obligatoirement dans quelque chose qui pouvait être rapidement clivant. Donc, comment trouver le juste équilibre entre ce qui est fédérateur et ce qui peut apparaître très prioritaire pour d'autres? Si la concertation n'a jamais été organisée dans votre établissement, si vous avez jusqu'à aujourd'hui fonctionné essentiellement de manière très verticale, le fait d'horizontaliser un petit peu les relations et de donner aux gens la parole, c'est-à-dire en fait de leur faire la promesse qu'ils pourront s'exprimer, qu'ils auront la liberté de le faire, qu'ils seront écoutés et qu'on en tiendra compte, vous avez effectivement plutôt intérêt à commencer par des sujets à peu près fédérateurs. Mais un sujet fédérateur, ça ne veut pas forcément dire un sujet qui soit consensuel dès le départ. Peut-être qu'on peut être sur un sujet fédérateur, mais qui engage des visions de l'avenir différentes. Et du coup, mais voilà, vaut mieux ça qu'un sujet extraordinairement clivant. Cela étant, la concertation, c'est quand même fait pour construire des projets et donc résoudre des problèmes en réalité. Et derrière, passer à l'action. Donc, de toute façon, au bout d'un moment, et plus l'habitude sera prise, plus vous arriverez à le faire. Peut-être juste une chose à propos de ce que je viens de dire qui est importante. On n'a tellement pas la culture du dialogue en France que le problème de la qualité des dialogues ne tient pas seulement à leur organisateur, elle tient aussi à l'ensemble des parties prenantes. Moi, je suis frappé de voir dans un certain nombre de processus dans lesquels on a des organisateurs de la concertation qui finalement sont plutôt dans l'écoute, plutôt sincères dans leur volonté de prendre en compte les contributions des uns et des autres, voire même aller jusqu'à de la co-construction. Mais les parties prenantes de ces organisateurs ou plus exactement du sujet proposé par ces organisateurs, sont tellement peu habitués à être traités de cette manière-là qu'ils gardent des postures qui ne sont pas des postures de recherche de co-construction et de capacité à co-construire. Donc ça veut dire que, tout ça pour dire que l'apprentissage, il ne repose pas uniquement sur les épaules du chef d'établissement ou de l'équipe de direction, c'est un apprentissage pour toutes les parties prenantes. C'est vraiment un élément tout à fait. Tout à fait. Et je pense que faire le diagnostic de là où on part de la culture professionnelle en termes de concertation dans l'établissement, on voit très bien qu'un collègue qui va arriver dans un établissement qui n'a pas été dans l'horizontalité va pas être du tout dans la même logique que le collègue qui est déjà là depuis 4 ans où les choses sont installées. Jean-Luc nous pose la question dit que lui il a trouvé excellente et je le rejoins l'idée du comité de pilotage en amont. Très clairement que c'est certainement un des points clés de la réussite. Et il se posait la question dans ce comité de pilotage, est-ce qu'à un moment donné, il faut essayer d'y mettre une certaine équitabilité et laquelle? Est-ce qu'on se dit, voilà, au conseil d'administration, il y a ces 2 listes, et je fais en sorte qu'il y ait dans le comité de pilotage ces 2 listes. Enfin, est-ce que la question d'une équitabilité dans la constitution du comité de pilotage est importante pour vous? Oui, c'est mieux que le comité de pilotage soit diversifié. Pour prendre un exemple, il se trouve que nous avons organisé la Convention citoyenne pour le climat, là, qui a eu lieu il y a 2 ans. Le comité de gouvernance de la Convention citoyenne était constitué de gens qui n'avaient pas du tout la même manière de voir les questions climatiques. Il n'y avait pas de climato-sceptiques, soyons clairs, bien entendu. Mais entre les représentants des entreprises et les représentants des organisations syndicales ou les représentants des associations de protection de l'environnement, objectivement, toutes ces personnes n'avaient pas la même manière de voir les choses. Mais en revanche, elles étaient toutes d'accord pour dire qu'il fallait traiter la question et elles étaient toutes d'accord pour dire qu'elles devaient trouver ensemble
la manière de traiter la question. C'est un peu ça qu'il faut que vous reproduisiez dans vos établissements. Prenez des gens différents, ils n'ont pas tous la même manière de voir et les mêmes sujets d'intérêt, mais justement, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, avant la concertation, forcément, il y a un petit peu de concertation. Plus vous acceptez cette idée, plus vous avez des chances de réussir votre concertation. Et on voit bien qu'on a deux niveaux d'action, c'est-à-dire il y a le niveau du projet qui va se réaliser et il faut qu'il en ait un, sinon la concertation n'a servi à rien. Mais ce faisant, l'enjeu majeur, c'est bien qu'on rentre dans une logique de management plus horizontale et où la concertation fait partie des habitudes, avec bien sûr un chef d'établissement et des équipes de direction qui, à un moment donné, impulsent la dynamique et la mise en œuvre. Il nous reste 5 minutes peut-être pour peut-être encore une ou deux idées, Gilles Laurent. Oui, juste pour terminer là-dessus, sur la mobilisation des parties prenantes, je n'explique pas plus le fait que mobiliser toutes les parties prenantes, c'est à la fois une question de justice sociale et une question d'efficacité. Vous verrez les documents, mais en tout cas, pardonnez-moi, mais pour moi, c'est tellement évident. Mais il faut évidemment que vous en soyez convaincus. Et du coup, si vous êtes convaincus de ça, vous trouverez les solutions pour aller chercher les gens qui ne viendront pas spontanément. Pour ça, et vous le dites à juste titre, en particulier les parents, et dès qu'on est dans des quartiers politiques de la ville, on le voit bien, ça nécessite une énergie qui est au cœur de notre démocratie, très clairement. Une énergie qui est très importante, et qui, pour l'essentiel, en tout cas, l'expérience me le répète quasiment tous les jours, ne passe que par la relation humaine. C'est pas par les mails, c'est pas par les réseaux sociaux, c'est même difficilement par les mots dans les cahiers de correspondance ou par les dispositifs un peu plus modernes que je ne connais pas et dont vous disposez que vous arrivez à mobiliser les gens. C'est plutôt en ayant une relation personnelle, et plus vous avez autour de vous des réseaux de sociabilité des personnes que vous souhaitez mobiliser, plus vous avez des chances d'y arriver en convainquant ces réseaux de sociabilité ou les clés d'entrée dans ces réseaux que vous pouvez avoir, que vous serez efficace dans la mobilisation. Mais en tout cas, c'est certain qu'il y a des questions sur lesquelles vous devez aller chercher ces parties prenantes, parce que c'est elles qui vont vous permettre, non pas de trouver la solution, mais de poser le problème de façon à ce qu'ensemble vous trouviez la solution. Tout à fait. Il nous reste peut-être une dernière idée ou une dernière question. Je vais aller très vite et puis vous lirez le document, mais en gros, vous en avez déjà parlé avec David tout à l'heure, c'est la question du temps. Évidemment que tout ça demande du temps. Plus c'est prévu à l'avance et moins ça vous, moins ça vous donne le sentiment de perte de temps. Et surtout, plus vous pratiquerez, plus vous aurez l'agréable surprise de constater que le dialogue, en réalité, permet de gagner beaucoup de temps dans la mise en œuvre des projets et des actions. Mais ça, évidemment, on n'y croit que quand on se l'est prouvé à soi-même. Et du coup, il faut pratiquer pour réussir. Si vous êtes sceptique, faites semblant d'y croire les 2 ou 3 premières fois, vous verrez, ça viendra tout seul. Mais c'est certain que, et surtout, soyez organisés, planifiez vos activités et vos actions. Ça vous aidera effectivement à avoir le sentiment de ne pas perdre de temps, mais au contraire de maîtriser ce temps de dialogue qui vous fera gagner du temps par ailleurs et par la suite. Voilà. Et David le disait tout à l'heure, ça peut se penser en comité de chef d'établissement par exemple, ça peut se penser à l'échelle de bassin, ça peut se penser, enfin voilà, ne restons pas seuls autour de ces questions-là, bien sûr que ManageEduc est aussi là pour ça, mais très concrètement, je pense que c'est un des thèmes sur la façon dont on va échanger nos pratiques et voir dont les choses peuvent se permettre d'avancer. Moi, je voulais vous remercier très très sincèrement, alors vous remercier à tous d'être restés nombreux, parce qu'il est... Et c'est la première fois qu'on faisait, je crois, un temps aussi long et sur un thème aussi important, comme vous l'avez dit. Je crois que vous nous avez convaincus sur le fait qu'effectivement, la concertation était peut-être cette action qui nous fait parfois le sentiment de perdre un peu de temps, mais ensuite, je vous rejoins, on le regagne à plus de 100% et on joue notre rôle à 100% d'établissement citoyen. C'est-à-dire que très clairement, à la fois, on est plus efficace pour les élèves, mais en plus, on incarne, je dirais, une démocratie riche dans laquelle ils se sentent bien. Donc là, je pense que sur le très long terme, on sème des choses tout à fait extraordinaires. David nous le disait tout à l'heure en disant tous les dangers qu'il pouvait y avoir à être dans un contexte où on est de plus en plus de défiance vis-à-vis de cette démocratie. Et merci
merci beaucoup Gilles Laurent pour ces conseils très pratiques, parce que là je pense que tous ceux qui ont suivi ce temps-là, on pu se poser un certain nombre de questions et on va retrouver les documents et ça mérite de s'y poser. Mais un grand merci. On avait d'autres temps et peut-être d'autres demandes qui viendront après. Mais encore une fois, merci Gilles Laurent, merci beaucoup de toute l'énergie qui a été mise en œuvre autour de ça pour nous apporter des documents, des choses très pratiques. Voilà, merci. Je vous souhaite à tous une bonne semaine, voire voilà une bonne séquence jusqu'aux prochaines vacances, parce que là ça fait 4 jours qu'on a repris, enfin 5 pour ceux qui travaillent le dimanche. Et puis à bientôt sur ManageEduc. Et puis n'hésitez pas non plus à nous faire remonter les exemples de ce que vous avez pu faire, les questionnements que vous vous posez sur cet élément majeur, parce que ce management horizontal, j'aime pas trop l'expression parce qu'elle est peut-être un peu caricaturale, où le management fractal fait partie des ADN depuis très longtemps du projet. Voilà, merci à tous et encore une fois, Gilles Laurent, grand merci du fond du cœur. Merci beaucoup. Merci à vous, bonne soirée. Au revoir. Et un grand merci aux équipes d'École Uma qui étaient derrière l'écran, qu'on ne voit pas. Je pense à Jeanne, je pense à Guénolé et je pense à Florence, bien sûr, l'une des 2 directrices d'École Uma. Mais un grand merci à tous. Voilà, au revoir. Merci, au revoir.